Bonjour, je suis Étienne Lécroard et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui va faire dans Loupopo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission en direct. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une en direct. Ouais. La dernière était très particulière, c'était une émission un peu chaude. Là, on va être un peu plus soft. Merde. Et on va un peu plus se prendre la tête que le postérieur. Voilà, je vous en prie. Ça commence fort. Le rire gras que vous avez entendu, c'est celui du docteur Tizak qui nous accompagne pour l'émission et qui va sans doute faire de nombreux commentaires acerbes. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, à toutes surtout. Et juste à côté de lui, nous avons Thio. Salut Thio, qui a décidé de ne plus parler. Il a décidé de faire le muet. Ça y est, il boude. Thio, qu'est-ce que tu fais? Tu as décidé de te taire. Ah ouais, non, mais rappelle-toi, le signe kabbalistique de reconnaissance. Il faut que je fasse un signe. Hello! Eh oui, tu n'as pas fait signe, tu m'as dit je te fais un signe pour que tu puisses parler. Mais non, tu parles quand tu veux. Tu vois, il fait des émissions de professionnels, attention. Alors, nous sommes sur Synops Live, c'est tout nouveau. Nous venons d'arriver sur ce réseau, donc nous y serons tous les 15 jours. On dirait un voyage intergalactique. Tu sais, on va arriver sur ce réseau. Sur Synops Live. Ça y est, on a eu la chanson. Allez, vous pouvez aller vous coucher. Quoi, 1 minute et demie d'émission, Pierre? Ouais, c'est record ça. Battu, je crois. Donc le 2e et le 4e jeudi du mois, nous ferons une émission. Alors des fois on fera du live, des fois on fera pas du live parce que on va voir comment se passe cette expérience et si on s'en remet. Hein? Surtout toi, Pierrick. Et comme ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, on a décidé de se prendre la tête et de faire une émission un petit peu spéciale avec un programme axé autour des BD qui font mal au crâne. On va vous parler de plein de choses bizarres. On va vous parler de Loubapo, donc on va vous parler des BD autoréférentiels, de toutes ces choses-là. Et on va commencer avec notre rubrique Express, qui consiste à parler très rapidement de BD qu'on a lues, parce qu'elles sont au tome 15 ou un truc dans le genre. La BD autoréférentielle? Ouais, tu vas voir, c'est de la classe. Oh, ça envoie du lourd, ça, dans une discussion. Ouais. Nous allons parler donc dans Express, on va parler de 2 bandes dessinées dont on a déjà parlé auparavant dans les précédentes émissions, mais là c'est les tomes 2 de Tumora Moins Bête et le tome 7 de Billy Bat. On enchaînera en vous faisant les chroniques du décalage, de contribution à l'étude, mais le titre il est trop long et je l'oublie à chaque fois. Contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme. Je vous ai dit qu'on allait se prendre la tête. On poursuit avec l'album de l'année, et ensuite on parlera de Opus numéro 1. Nous accueillerons ensuite, pour une splash page, nous allons parler plus précisément de Contes et des Contes d'Étienne Lécroard. Et nous avons interviewé Étienne Lécroard au festival des Calanques et des Bulles, et donc nous vous diffuserons cette interview. On continuera avec une carte blanche à Com. Alors, Com va nous parler de la théorie de la bande dessinée. On enchaînera avec le online, avant que le docteur Tizak nous donne son courrier des lecteurs. Ya. Et nous vous quitterons là-dessus. Le planning dit qu'on en a à peu près pour 2 heures. Alors, on va voir si on tient le coup, et si on tient à peu près le rythme. On voit et la on peut tout de suite démarrer avec notre Express. Express. C'est mon jingle qui sature, je pense que j'ai tué les oreilles à tout le monde. C'est pas faux. Tizak. Personne s'est plaint. Tu mourras moins bête. Quoi de neuf, Docteur Moustache, donc tome 2 de Marion Montaigne. C'est édité chez Ankama. Le premier tome, Pierrick, tu nous rappelles rapidement de quoi il parlait? Elle avait choisi, en fait, Marion Montaigne a un blog dans lequel elle fait des articles de vulgarisation scientifique avec humour et en bande dessinée. Dans le premier, elle avait recueilli principalement des anecdotes autour de ce qu'on croit de vrai sur le cinéma. Et qui en fait est faux. Télé. En fait, c'est faux. Voilà, tout ce qui était arme à feu. Genre, tu te prends une balle, est-ce que tu passes 2 heures à faire... Tu diras à ma femme que... C'est ça. Est-ce qu'on peut tirer avec un Uzi pendant à peu près un quart d'heure? Non, ce n'est pas possible. Et donc là, dans ce tome 2, elle revient sur tout ce qui est beaucoup plus médical. Donc une jolie petite explication scientifique, toujours pleine d'humour, pleine de jolis petits dessins humoristiques aussi. Du dessin cracra quand même. Du dessin bien cracra quand même. Ouais, là, c'est-à-dire qu'on rentre dans le côté boucherie-charcuterie de la médecine, hein. Oui, puis en plus, elle a un style bien jeté, quoi. C'est un style lâché. C'est pas appliqué, c'est fait. Enfin, c'est pas l'impression que ça donne, en tout cas.
Ouais, je pense ça va y faire très 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 plaisir, Pierrick. Ça, c'est de la critique, franchement. Ouais, non. Là, Non, mais elle je va veux se dire, coucher, elle se dit, t'es pas sur un- j'ai réussi ma vie. T'es pas sur un truc où elle va se chiader à nous faire quelque chose de super joli, de fin, tout en finesse. C'est pas l'objectif. Elle est pas là pour nous faire rêver quand on regarde ses dessins. C'est pas faux. Je veux dire, quand tu regardes Hulkette, là, qu'elle a dessiné, tu t'as pas envie de rêver. Bah, tu dis ça parce qu'elle a les seins qui pendent, mais ça arrive à des gens bien aussi, hein. Donc, c'est très très drôle. Et ça, c'est même pour les fesses aussi, ça le fait. Le style graphique est très approprié, et moi, je sais que c'est une BD que j'aime beaucoup. Et vous aussi? Oui, nous aussi. J'ai cru qu'il allait nous couper. C'est ça, j'ai dit, en fait, non, c'est fini, allez hop, on passe à la on suite. passe à autre chose. Bref, donc tout c'est formulé généralement sous forme de petites questions au début de chacun des petits chapitres qui durent 3-4 pages. Avec plein d'auteurs invités qui illustrent des cartes postales bidons. Complètement. Et voilà, donc bref, des petites questions. Pour du illustrer genre, les questions, en fait, qu'on passe au... comment qu'on le pose au professeur Sage. cerveau reconnaît-il les gens, des petites visites, notamment de l'Institut Pasteur, que sont les LG Nobel, comment le corps traque les virus. Nobel. Non. NG, c'est beaucoup plus drôle. D'accord. Et donc voilà, bref, des petites questions très sympathiques à offrir de 15 à 95 ans. Ouais, on apprend des trucs, c'est sympa. Allez, on passe à notre prochaine BD de l'Express. En fait, j'avais juste une question. Tu me fais faire les mots juste comme ça pour que je les écrive sur une feuille ou pour qu'on les donne à l'antenne? C'est pour les chroniques, à chaque fois. Tu te fais avoir à tous les coups dans les Express, on ne fait pas cette technique-là. Vous verrez tout à l'heure que... Mais il vient de dire que c'est pour qui c'était. Mais oui, mais il dit n'importe quoi. Ah oui, d'accord, lui, il peut parler, pas moi. Ok, ça va, non, mais Tout de vas-y. suite, il commence à s'engueuler. Mais j'aime bien ces ambiances bon enfant. Si vous nous découvrez, vous découvrirez que... je crois que... Enfin, vous découvrirez Thio. Tu vois, il va se vexer encore. Attends, mais l'autre, il peut dire, ouais, attends, ouais, moi je pense franchement c'est pour les fans de médecine, style série médicale à George Clooney, et l'autre, moi je peux, ma phrase, ben, je me la colle, quoi. Ok, allez, bonne soirée. Mais c'est toi qui vas nous parler de Billy Bat, tome 7. Pour la peine. Tiens, vas-y, Tizak, comme tu le lis pas, qu'est-ce qu'on dit, hein? Ben moi je trouve que la couverture elle est super sympa. Voilà. Donc, Billy Bat, toujours notre petit dessinateur, Petit résumé vite fait du pitch. Allez, vas-y. ben, un dessinateur américain qui est d'origine japonaise et qui dessine une souris qui s'appelle Billy Bat. En fait, Chauve-souris. une chauve-souris. T'as dit une souris. T'as dit une souris. Ouais, mais elle était chauve. Souris. C'est Souris. ça. Bon, allez, c'est bon. Alors, et en fait, il découvre que sa chauve-souris qu'il dessine aux États-Unis, visiblement, il y en a une autre qui existe au Japon. Alors du coup, il part en voyage pour aller retrouver la vraie chauve-souris. Parce qu'il croit qu'il a pillé... Et voilà, parce l'auteur qu'il pense sans en fait exprès. qu'il a volé l'idée à quelqu'un, et quand il revient aux États-Unis, il s'aperçoit que sa chauve-souris ne lui appartient plus, elle est dessinée par quelqu'un d'autre. Voilà. On est au tome 7, c'est une BD qui est assez dérangeante parce que l'auteur arrête pas de passer d'une époque à l'autre. Genre on a eu un épisode avec des ninjas. Et là on est en 63. Ouais. On est en 63 et il y a un gars qui va au Texas qui va traverser en voiture un défilé, je crois. C'est ça, il fait un défilé au Texas, et pendant ce temps, il y a un mec qui boit une canette de coca dans un dépôt de livres. Pour les fans d'Oliver Stone, on se situe vraiment pile poil en plein milieu du film. Donc bon, il se retrouve mêlé à l'histoire de Lee Harvey Oswald, de JFK. Il y a une sorte de complot, comme s'il y avait ce personnage fictif. De Billy Bat qui dirigeait tout. Voilà. C'est très prise de tête justement là-dessus, mais c'est très bien écrit, très prenant, c'est du bon thriller. Et surtout, il faut essayer de comprendre qui est le méchant Billy Bat et le gentil Billy Oui, Bat. parce qu'il y en a un méchant et un gentil. Mais apparemment, il y a une différence dans la façon dont ils sont dessinés. Ouais. Très légère. C'est en tout cas une BD, un bon manga, bien prenant. Enfin, moi, je suis fan du Urasawa. Ça vaut vraiment le coup. C'est le tome 7. Et franchement... Qui est co-scénarisé par Takashi Nagasaki. Oui, on a tendance à oublier les co-scénaristes. Parce que bon, il est quand même nommé, ce serait bien de le mettre. Ouais, c'est vrai, pour une fois qu'il est nommé. Et puis ensuite, on va noter le nom des 25 personnes qui font partie de son staff. Non, ça va, on va s'arrêter là. Nous arrivons sur nos chroniques normales. Nos chroniques normales, on va vous faire d'abord un petit... C'est celle où on fait le petit mot à la fin pour dire Ouais, pour qui c'est. On va vous faire un petit pitch de Ouais, la BD, Matt. de ce que ça raconte, puis on fera nos critiques sur le dessin et le scénario. Et nous allons commencer par vous parler du décalage de Marc-Antoine Mathieu. J'ai mon imprimante qui vient de se mettre en marche. C'est super, je vais le- Je crois que, Eh, pour une fois que c'est pas mon antivirus. je crois que ta femme bosse en fait. Ah, oui, Ah, il va si. peut-être alors l'informer. Ok, j'y vais. Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, peut-être qu'elle fait une réparation derrière. Donc, le décalage, une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu dans la série Les aventures de Julius Corentin Haquefac, prisonnier des rêves. Je crois que j'ai tout bon. Une BD très étrange, car dès la couverture, on a une planche. Il n'y a pas de tranche.
c'est en noir et blanc. Et la dernière page, c'est une autre planche. Qu'en as-tu pensé, Thio ? Ah, tu ne l'as pas lu, toi? C'est exactement ça, en fait. C'est que la personne qui est partie l'a lu. Il l'a lu, donc et moi non. Va revenir. Alors, Marc-Antoine Mathieu, j'en ai un très bon souvenir pour quasiment tous ses bouquins jusqu'à 3 secondes. Ouais. Voilà. C'est le dernier 3 secondes, ouais, qu'il avait fait juste avant. Et qui m'avait vraiment gonflé, ça m'avait pas plu du tout. Après, voilà, c'est personnel comme avis. Hein. Mais pour tout le reste, c'est vrai que Marc-Antoine Mathieu a souvent des idées de scénarios, de mise en page qui sont assez hallucinantes. Ben, là, en gros, on va suivre quelque chose d'étrange, c'est que le personnage se retrouve perdu et se décale dans l'histoire. Il n'y est plus. Et on a tous les personnages secondaires de la BD qui vont essayer de raccorder les wagons et de se retrouver dans la BD, de retrouver le rythme normal de la BD. Au niveau graphique, on est toujours dans le style de Marc-Antoine Mathieu, qui est un noir et blanc très tranché, sans vraiment, avec aucun niveau de gris. C'est très très fort, ça fait penser un petit peu, enfin dans l'idée, à ce que peut faire du Frank Miller sur du Sin City. Même si c'est plus géométrique, c'est plus carré, c'est moins brut. Et c'est moins sombre quand même. Hein. Oui, c'est moins brut. Et toute cette série-là part vraiment dans l'absurde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Marc-Antoine Mathieu s'intéresse à un point de théorie, entre guillemets, de la BD et décide d'aller au bout. Par exemple, il y a eu un épisode où il cherchait la ligne de fuite qui s'était enfuie, et donc tout un épisode qui parlait de la perspective. Et là, c'est le récit qui s'est décalé. Et il va essayer de raccrocher les wagons. Isaac, toi qui l'as lu. On a l'impression qu'il a pris la BD, il a pris les codes de la BD et qu'il les a un petit peu tous explosés pour les comprendre et les faire comprendre au lecteur et voir ce que ça donnerait si effectivement on n'avait pas une trame bien construite, si on n'avait pas des cases bien construites avec une petite grille bien comme ci, bien comme ça. Ça fait se poser des questions en tant que lecteur sur savoir comment on lit et de quoi on a besoin pour lire une BD. Au-delà de l'histoire qui traite elle-même de la construction de la BD et de la façon dont le lecteur lit, ne serait-ce qu'en visuellement, ça nous fait nous poser plein de questions. Voilà, c'est ce qu'on considère un petit peu comme acquis dans notre sens de lecture, dans le sens de raconter une histoire, dans la perception des personnages, dans leur arrivée dans les histoires, etc. Tout est explosé, on reprend tout à zéro et c'est ultra intéressant. Enfin, moi, je suis resté vraiment scotché sur la BD. T'avais lu les autres de Marc-Antoine Mathieu ? De mémoire, je crois qu'on en avait discuté, qu'il m'avait dit que j'en avais lu une autre. 3 secondes. Ouais, c'est ça, 3 secondes, qui était absolument génial. Pas dans la même série, mais qui est absolument génial aussi. Et voilà, enfin, c'est un gars qui réfléchit sur la BD et qui nous fait nous poser nous-mêmes des questions sur la BD, sur notre rôle, notre place de lecteur. C'est juste génial. Moi, j'ai pas réussi à m'en décrocher jusqu'à la fin. J'ai lu ça d'une traite. Pas vraiment la fin, parce que. Oui, voilà. Quand je dis la fin, c'est parce que je suis arrivé sur la 4e de couve, mais à un moment donné, ça donne presque envie de repartir sur la première. Donc. Mais ça te fait. Excuse-moi. Oui. Mais ça te fait. C'est ultra bien. Pourquoi ? Pour l'histoire que ça raconte ou juste pour les effets de style de Marc-Antoine Mathieu ? Les deux. Enfin, tout est tellement entremêlé dans l'histoire. Qu'on peut pas vraiment dire si c'est le dessin, si c'est l'histoire, si c'est la place que ça nous donne. C'est l'ensemble qui est intéressant. Ouais, enfin moi je sais que je suis encore tombé totalement dedans, quoi. Je suis à fond, je suis fan. C'est très bien foutu, c'est très prenant. Ça fait réfléchir sans être trop chiant non plus, parce qu'il y a ce côté absurde des personnages qui se cherchent, qui savent pas trop où ils vont. Puis là, c'est les personnages secondaires qui passent au premier plan, ils savent pas pourquoi. Oui, puis on a envie de savoir ce que ça donne, où est-ce que ça va aboutir tout ça, quoi. Puis en plus, ils jouent avec l'objet livre, c'est-à-dire qu'ils jouent sur là, il y a un truc avec des feuilles déchirées au milieu, qui sont faites déchirer exprès. Tu joues ton bouquin, tu fais merde, j'ai eu un exemplaire abîmé, les salauds. Non. Il joue vraiment avec l'objet, comme il avait fait avec une spirale à un moment qui sortait, ou une case trouée dans un autre tome. Il s'éclate vraiment avec ça. Un très très bon tome. À qui est-ce que tu recommanderais cet ouvrage, Tine ? Justement, avant. Thio, vas-y, toi, tu dois l'avoir, toi. Pendant que tu réfléchis, en fait. Une petite question à tous les deux, parce que voilà, moi je l'ai pas lu, celui-là, mais est-ce que c'est pas un peu gênant, justement, toujours chez Marc-Antoine Mathieu, de pas avoir d'épaisseur dans les personnages ? Parce que Julius, on le connaît quasiment pas, on le suit,
mais on est vraiment juste en train de suivre le personnage principal, qui n'a pas d'épaisseur, on va dire. Il n'y a pas de vécu avant, on ne sait pas ce qu'il aime, ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut faire. Et les personnages secondaires aussi sont toujours traités de manière vraiment minimaliste. Est-ce que c'est pas gênant quand même à force? C'est vrai qu'au niveau du récit, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas ce que l'histoire des personnages. Ils ont qu'un rôle technique en fait, les personnages. C'est-à-dire que Julius Corentin Haquefac, il a le rôle technique d'être le protagoniste. Il a ce rôle-là. C'est le rôle du protagoniste, enfin l'image globale du protagoniste. J'espère qu'on n'est pas trop chiant, parce que là, on est vraiment dans la prise de tête. C'était le thème de l'émission, je te rappelle. Moi, que le début, d'accord. Donc il a une fonction. Il ne sert que de fonction, et les personnages secondaires servent de fonction de personnages secondaires, et ensuite, l'intérêt de cette BD-là... jusque-là, je t'ai suivi, parce qu'en fait, chacun joue son rôle. Voilà. L'intérêt de cette BD-là, c'est comment est-ce qu'ils vont s'articuler dans le récit qui est chamboulé, en fait, qui est fracassé, parce que il va casser un code, il va casser une règle, pour voir comment ça va évoluer. Donc c'est finalement bien la forme qui va prendre plus d'importance sur le fond, le fond de l'histoire. Oui, voilà, l'histoire en elle-même, oui. Voilà, c'est vraiment... L'histoire n'est qu'un prétexte. T'imagines un petit peu le personnage principal de Code Quantum, bien sûr, dont j'ai oublié le nom. Sam Beckett. Sam Beckett, qui, lui aussi, c'est l'espèce de... Il vient se positionner dans un personnage qui, contrairement à notre histoire, qui lui est préexistant, mais il est le petit grain de sable, le petit rouage qui fait que l'histoire va pouvoir progresser dans un sens ou dans un autre et faire avancer la réflexion générale du scénario. Là, c'est un petit peu le même principe avec Julius. C'est pas sa profondeur qui est particulièrement intéressante, c'est la place qu'il va jouer dans, là en l'occurrence le décalage, pour rattraper l'histoire et la trame normale. C'est pas son histoire personnelle qui est intéressante. C'est son rôle. C'est bon, tu es satisfait de cette réponse? Ouais. Qu'en pense le jury? Il faudra demander aux auditeurs. Moi, je recommanderais donc cette BD pour ceux qui ont toujours du retard dans leur lecture, parce que là, ils en auront encore plus, parce qu'ils commencent avec du retard sur le début de la BD, en fait. Voilà. Je me sens visé, Pierrick. Ouais. Non, pas du tout. Ah bah oui, effectivement, j'aurais pu te viser, mais non. Parce qu'en plus, tu me regardais de manière bien insistante en me disant ça. J'aurais pu te viser, mais je ne le faisais pas, effectivement. Ah non, mais je me sens pas du tout visé, me regardez même pas. Ah non, mais toi, tu dis bien, toi. Sauf celui-là. Contribution à l'étude du léger brassement de l'air au-dessus du vide. De l'abîme. De l'abîme. Pas loin. J'étais pas loin. De Ibn al-Rabin. Bon, rien que le titre fait peur. Pour tout vous dire, moi, c'est moi qui l'ai acheté celui-là et c'est le titre justement qui m'a attiré vers ce bouquin-là. Mais merde, on est dans un festival de BD, puisqu'en l'occurrence on a rencontré Ibn al-Rabin. Ibn al-Rabin alias Mathieu. Oula, j'ai oublié son nom. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un bouquin de philo vient foutre ici? Oui, parce que son identité secrète. Là. Ouais, c'est ça. Mais surtout, c'est qu'en fait, il te dit, oui, le titre m'a attiré, mais en fait, c'est parce qu'il est fan de Kundera et que l'insoutenable légèreté de l'être, c'est son... Voilà. Ça, c'est dit. Vous avez dû voir la gestuelle qui était assez sans équivoque pour Kundera, là. Bon, toujours est-il que, déjà, l'objet en lui-même est présenté comme un roman des collections classiques. Oui, mais des collections classiques universitaires, genre. C'est ça. Les polices de caractère également. Les bouquins qu'on ne lit jamais. Voilà. Enfin, ceux qui sont soucis, on les achète parce qu'ils sont sur la liste de lecture quand on rentre à la fac. C'est ça. Et on les lit pas. Bibliothèque nationale de France. Et donc, voilà, la présentation, faisait un bouquin très, 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 très sérieux. Et puis, on ouvre, on feuillette, c'est tout en noir et blanc. Relativement tranché quand même dans l'absolu, puisque Mathieu dessine ses personnages façon silhouette. Ibn al-Rabin dessine, c'est... Tu sais, genre, il a fait genre on est intime, tu vois. C'est ça, le mec, on a le temps on a bu des bières ensemble, ça y est, c'est bon, on se connaît, quoi. C'est exactement ça. En attendant, voilà, c'est absolument passionnant. C'est ça, pour le coup, je le conseille à tous ceux qui aiment les petites chroniques de petits personnages, avec un fond, somme toute, à creuser, parce que ça se suit, ça s'entremêle, les personnages reviennent, leurs petites histoires reviennent, leurs tracas quotidiens, l'air de rien, c'est pas des petits tracas quotidiens, on se retrouve dans des situations assez profondes de guerre, de départ à la guerre, etc. Ça reste quand même un ovni. Hein, si on devait le classer dans une bibliothèque, ce serait un peu compliqué.
OBNI. Objet BDFI. On a Non identifié. d'IRSP. C'est un des prix qu'on fait tous les ans quand on fait les One A Club Award. One Eye Club Awards. La vache, tu suis toi hein. Tu fais partie de la maison, non? Des corporate. Excusez-moi, j'ai vu de la lumière, je suis passé. Bref, difficilement Raconte-toi. Ben c'est bien ce que je suis en train de dire, c'est que c'est difficilement classable et difficilement explicable. Il s'en rappelle pas, il s'en rappelle pas. Et là, il va me dire, vas-y. Et ben, non plus. Ben, Mathieu, libre à toi. Ben, On va avoir différents personnages qui vont se C'est rencontrer. son histoire perso, essentiellement, parce que c'est lui le personnage central. Mais avec une invasion d'extraterrestres. Voilà, c'est invasion d'extraterrestres. Vous voyez Du qu'après, coup, on y arrive. il y a une mobilisation générale. Le personnage principal, qui est donc lui-même, puisque, enfin, Qui se encore, posent des questions sur on la le représentation. suppose, c'est ça, qui se pose des questions sur la représentation des personnages, la place de la BD. Et ça fait chier. sa Pourquoi femme. on fait de la BD Ça fait chier. sa femme à côté qui est très 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 pragmatique. Puis, mais si on s'en fout. en fait. C'est ça, mais qu'est-ce qui se prend la tête pour ça Du coup, voilà, donc départ à la guerre, comme je le disais tout à l'heure, la place qu'on occupe pendant la guerre, les questions qu'on se pose pendant la guerre. Voilà, mais tout ça, enfin, on n'est pas dans une BD avec un dessin dur pour représenter la guerre, machin. Non, c'est vraiment l'histoire du petit bonhomme. C'est le petit bonhomme qui se pose des questions, c'est le petit bonhomme qui vit des histoires, c'est les relations du petit bonhomme. Voilà, donc il y a un petit décalage entre le dessin et ce qui se passe derrière. En tout cas, la gravité de ce qui peut se passer derrière. Oui, parce que c'est vrai qu'on a un style, ce côté ombre chinoise. Enfin, c'est bonhomme bâton en ombre chinoise, le style. Ah oui, Après, il y a un petit croisement avec les bonhommes signalétiques exactement Ouais, des des panneaux panneaux. du code de la route et un petit côté qui s'arringue dans le côté un peu arrondi, andouillard de certaines formes. Mais voilà, c'est en ça que c'est très compliqué de classer ce bestiau-là, quoi. Mais en attendant, lui aussi, je l'ai quasiment lu d'une traite. Thio, toi, ça t'a. Bien beauté, bien Ouais. beauté. Moi, je le conseille vraiment aux personnes qui veulent se la péter en soirée avec un titre qui déchire grave, quoi. Faut s'en souvenir, quoi. Ouais, mais, Christine. mais quand tu le sens dans une discussion, oui. Non, mais moi j'ai lu. La contribution à l'étude du léger brassement d'air au-dessus de l'abîme. D'Ibn al-Rabin. Et là, tout de suite, l'air de rien, C'est c'est ça. quand même mieux que Gérard Pouchetrou. J'ai lu le dernier Marc Lévy. Où, tu vois, tu peux. Musso me plaît beaucoup. Voilà, ça permet de se la péter. Non, de se la péter donc, tu et de conseilles passer- ça pour les non. gens qui veulent se la péter. Non, oui, enfin, le titre, il déchire, Mhm. quoi. Mais c'est un bon petit bouquin à lire. Moi, je le recommande aussi à ceux qui ont l'impression de se poser trop de questions et qui veulent se sentir moins seuls. Voilà. Putain, tu me vises encore, Pierrick? Les private jokes, ça passe pas avec les auditeurs. Il n'y a aucune private joke. C'était. Voilà, je pensais que c'était pour ça. Donc voilà, d'Ibn al-Rabin chez Atrabin, un éditeur fort sympathique. L'album de l'année de Fab Caro. Alors, jusqu'ici, on a fait une bande dessinée avec le décalage qui s'intéressait sur les codes de la BD, une bande dessinée qui s'intéressait sur la place de la représentation et de l'auteur dans la représentation avec un léger décalage pour être fun et rigolo. Et là, on va avoir une bande dessinée particulière parce que c'est vraiment une bande dessinée à contrainte. C'est-à-dire que l'auteur s'est imposé une contrainte de dessiner une case par jour. Il a fait ça pendant 1 an. Et ça lui donne l'album de l'année. Il s'est fait grosso modo une espèce d'agenda perso. Voilà. C'était pas par semaine. C'est Non, une non, case il y a par jour. 7 cases par semaine en fait. Il y a 7 cases par semaine. Chaque Oui, page. mais en fait, fait- il raconte une histoire par semaine, c'est ça que je veux te Bah dire. non, pas forcément une histoire, parce que des fois, il y a des cases qui suivent, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais. L'ensemble fait quand même que chaque semaine, t'as une histoire qui se tient. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Alors après, toi, tu vas peut-être ressentir comme ça. Moi, j'ai Mais pas. voilà, non, mais c'est juste parce que j'ai envie de faire le chieur, c'est tout. Tu le fais bien. Et donc, ouais, non, le niveau. Ranger les couteaux. Ouais, on va s'entretuer. Yeah. Ouais, non, moi, c'est ce côté-là. En fait, on suit vraiment la vie du mec de tous les jours, avec sa case, avec des gags redondants, genre quand il va chez ses parents. Et Jarlan aussi, Pompon. Voilà. Hein, j'ai oublié celle-là de Gerlan Pompon. Ben, l'âne, son âne, Pompon, qui arrête pas de se casser. Oui, il y a son âne dans son champ qui arrête pas de se casser. Il y a aussi le je bosse sur ma BD au fur et à mesure et savoir où j'en suis, sur mes travaux à côté, je vais à Oui, Angoulême. mon stress parce que je suis papa et qu'il y a tout un tas de petites problématiques de crainte en étant papa parce que la fille elle va faire ci, la fille elle va sortir là. Il y a eu la fille qui a disparu. Bref. Voilà, il y a son passage à Angoulême qui est drôle parce qu'on voit ce que à une journée près. Enfin, il a du mal à dessiner ses journées à Angoulême, j'ai l'impression. C'est étrange. Ouais, il devait bien profiter, bien faire la fête.
Il travaillait beaucoup. Oui, il travaillait tout le social engineering. Et voilà. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on suit vraiment l'intimité d'une personne par des petits bouts, des petits extraits. C'est-à-dire qu'il va pas forcément dans le fond de son intimité, mais on a à chaque fois un petit bout qui... On survole tout ça et on a l'impression de se rapprocher du personnage. Et quand on arrive à la fin du bouquin, à la fin d'un an, on reste un peu sur notre faim parce que on aurait bien... qu'est-ce qui va se passer le lendemain, quoi. On a pris l'habitude de suivre un peu toute la vie de ce personnage et on aimerait bien en savoir plus. Thio? Ah non, moi je comptais bien le laisser continuer parce que je sentais qu'il commençait un petit peu à ramer là. Non. Alors moi j'ai pas tout à fait le même ressenti que toi, Pierre. Oui, c'est sympa. En même temps, je pense que comme nous, toutes nos journées sont pas forcément très palpitantes. Ah oui, non, il y a des jours où ils se font rien. Et où clairement, nous aussi à la lecture, on s'éclate pas non plus la tronche à bloc, quoi. Quand il te raconte encore une journée palpitante pour mise en couleur man, voilà, j'ai fait de la mise en couleur, c'était ma journée, c'était trop bien. C'est ça. Et voilà, donc du coup, il y a des cases, des planches qui sont pas forcément toutes d'un niveau absolument exceptionnel. Pour plagier ce grand auteur qui est Lunch, je dirais que c'est une bonne lecture de chiottes. Ouais, là je serais peut-être un peu mitigé quand même. Il y a des cases qui te font retomber un peu, mais comme ça se lit très très vite. C'est pour ça, aux chiottes, c'est bien. Hein. Ouais, non, mais justement, c'est que non, en fait, c'est ça, tu peux pas le lire aux chiottes, tu vas déjà finir avant de finir, quoi. Oui, mais Thio lit des pavés. Bon, il a fait guerre épée en 2 fois. Hein. D'abord guerre, après épée. Oh, je m'assiste. Oh, bravo. Voilà, ça c'est fait, je te remercie, Isaac. C'était classe. Au taquet, là. Très classe. Là, je suis choqué. Ah, mais ça fait revenir des auditeurs. Nous étions 9, nous sommes 10 maintenant. Tu vois? Bravo. Dans 5 minutes, je montre mon cul au micro. Un petit peu de blague scatologique et tout de suite, les gens reviennent. C'est ça. Alors le pire, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un de mon boulot qui écoute, tu vois. Donc ça, je dirais heureusement. Ah, qu'est-ce qu'on va rigoler. Non, vous non. Moi, par contre, peut-être que elle, oui. Et du coup, peut-être que mes collègues de bureau... Mathieu, Tolstoï, Bertrand est parmi nous. Si vous voulez d'ailleurs réagir aux blagues de bon goût de Tizak, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag OECLive. Ou pas, hein, vous pouvez ne pas réagir non plus. Hashtag OECLive. Alors, tu disais, il y a des moments pas palpitants, mais il s'amuse toujours au niveau du dessin à essayer de faire ressortir un petit peu le côté fun, c'est-à-dire que le truc où il se passe rien, il va essayer de trouver un dessin qui va le rendre rigolo, intéressant. Il a un style cartoony qui passe bien. Ces bonhommes sont... Enfin, entre guillemets, c'est des petits bonhommes rigolos, tu vois. Ah non, mais c'est sympa. Mais justement, pour éviter le côté un petit peu redondant ou un petit peu ennuyeux de certains trucs, en lisant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ça passe très bien. Effectivement, c'est très agréable. Mais à lire d'une seule traite, non, voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est un exercice en tant qu'auteur qui est intéressant et qui n'est pas inintéressant pour le lecteur aussi derrière. Il aurait pu faire un truc très très chiant. Ah oui, alors attention que les choses soient bien claires. Moi, si je devais essayer de remplir un truc comme ça, je pense qu'il y a plein de cases où blabla jambon beurre, blabla coquillette, blabla courgette, blabla... Non, t'as oublié chips. Ah non, si, quand tu joues à Diablo, t'entends souvent beaucoup de chips. Ah mais non, mais justement, j'ai arrêté WoW, j'ai presque arrêté Diablo, et du coup, il n'y a plus de chips. Pour qui recommanderiez-vous cet album de l'année? Pour tous les bons Jacob de Lafont ou les bons Porcher. Ok, moi je l'avais pour tous les trentenaires qui se retournent. Les trentenaires qui se retournent. Et on était en émission intellectuelle ce soir. Voilà. D'accord, on est dans Loupopo, l'ouvroir de podcast au potentiel. Voilà. Oula, il s'est raccroché aux branches. Tu peux la refaire plus lentement parce que j'ai pas tout entendu. Loupopo, l'ouvroir de podcast au potentiel. Eh bien donc nous allons parler maintenant. Non mais ça c'est fait, il l'a placé. Voilà. Opus, le tome 1 de Satoshi Kon. Alors Satoshi Kon, vous connaissez peut-être car c'est un réalisateur qui est assez connu. Il avait fait, ça y est, j'ai les noms qui me reviennent plus. Paprika, c'est son dernier film. Oui, un très bon film d'animation, paraît-il, que je n'ai pas vu. Alors je n'ai vu aucun de ces films, mais il paraît-il qu'ils sont fantastiques. Il nous a fait une Kinder là. Attention, House of Cards, c'est une série exceptionnelle. Tu l'as vu? Non. Donc, Satoshi Kon... Paprika, c'est de la bombe. Ah ouais? Tu l'as vu? Non. Mais il paraît que c'est trop bien.
Il y a un nombre de fans de Satoshi Kon très nombreux. Il avait fait un film, zut, j'ai oublié, faudrait que je retrouve sa filmo derrière. Retrouve sa filmo, Tizak, au lieu de te foutre dans la gueule. Surtout qu'en plus, on a peut-être vu, toi, de ces films. Et ça parle de quoi, Opus? Parce que tu nous parles de ces films, et là, on parle d'Opus, nous. Donc Opus nous raconte l'histoire d'un auteur de manga qui bosse en atelier avec son assistant. Il aimerait bien en avoir un autre parce qu'il y a un de ses assistants qui l'a lâché. Et qui travaille sur une série à succès. Et le problème qu'il y a, c'est que il y a un des personnages qui dessine dans la série pour faire un rebondissement de le tuer. Et le personnage s'en rend compte et décide que non, il le fera pas, alors il fait rentrer l'auteur dans la BD. L'auteur de manga en fait, il vole le dessin où il se fait tuer, et du coup l'auteur se retrouve aspiré par son manga. Et il est coincé dans le manga, sauf qu'il sait tout sur les personnages, etc. Les personnages, ils comprennent pas comment ça se fait qu'ils sachent tout, etc. Qui connaissent la ville, qui travaillent pour les méchants, leur enfance, enfin tous les épisodes bien glauques de chacun. Et là, oui, voilà, là on est vraiment dans la bande dessinée autoréférentielle, c'est-à-dire qu'il rentre lui-même dans sa propre bande dessinée, qui va rentrer en fait dans une mise en abîme très profonde de la bande dessinée, qui est vraiment très 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 intéressante là-dessus. Satoshi Kon était un assistant d'un dessinateur assez connu, qui a fait une BD qui s'appelait Akira. On le reconnaît un peu dans le style graphique, hein. C'est vrai que ça fait un peu penser à du Katsuhiro Otomo. Et accessoirement, il a bossé avec un certain Keiko Nobumoto, qui était Bien scénariste de Cowboy Bebop. D'accord. Que j'ai pas regardé Cowboy Bebop non plus. J'ai une culture manga qui laisse franchement à désirer. J'ai perdu les 20 dernières années de manga. Je me suis arrêté à la fin des années 90. Et donc, vas-y, ces films. Oui, bien sûr. Regarde là comme ça, paf, ces films. Ouais, t'as l'air d'être au taquet. Ouais, Bon, ouais. alors donc, si, pardon. JoJo's Bizarre Adventure. Hein? Ouais, ça moi j'ai vu. C'est bon. Ah non, franchement, ça c'était bien. Perfect Blue. Ah voilà, Perfect Blue, voilà, c'est ça qui est connu de lui. Et là j'ai plus rien. Alors franchement, c'est sur quoi comme ça c'est la chronique de folie en fait. C'est Ouais. la chronique Wikipédia. Tu vois, on lit Wikipédia pendant l'interview. Ouais, c'est cool. Ah non, mais en même temps, écoute, il me balance le truc comme ça à l'arrache et je te rappelle qu'au plus je l'ai pas lu. Donc poursuivons. On suit donc cette histoire avec un style graphique assez réaliste, bien foutu, très action. Qu'en as-tu pensé, Thio? Alors j'ai trouvé ça génial, le fait de pouvoir passer du réel dans la bande dessinée, et en fait que chacun des personnages essaye au fur et à mesure, en comprenant ce qui se passe, d'interagir soit avec l'auteur, ou même d'interagir directement dans leur propre histoire, en se disant mais donc si je regarde de ce côté-là, en fait il y a le lecteur qui est en face de l'autre côté, quoi. Oui, à un moment, il essaie de briser le quatrième mur pour nous montrer que il y a. Alors le quatrième mur, pour ceux qui ne savent pas, c'est que dans une pièce de théâtre, on a le fond, on a les deux côtés, et le quatrième mur, c'est le côté du public. Et quand on s'adresse au quatrième mur, c'est quand on saute le pas de la fiction pour s'adresser au public. Parce que voilà, le dialogue justement de la sœur de celui qui veut pas mourir et de sa fausse grand-mère virtuelle ou mécanique, je sais plus. Oui, sa grand-mère mécanique. Mais du coup, voilà, ils sont là. Qui est dans la BD. Oui, mais du coup, ils sont dans la BD et ils regardent en fait et ils disent mais en fait, il y a des gens qui nous regardent peut-être, qui lisent notre histoire et ils savent tout de nous. C'est des personnages qui prennent conscience d'être des personnages et qui sont pas d'accord. Oui. Et là, moi, je trouve où c'est très très fort, c'est que souvent ces histoires d'auteurs qui se retrouvent plongés dans la BD, etc., ça arrive. Sauf que dans le premier tome, il revient dans le monde réel et on voit l'influence de la rencontre qu'il a eu avec ces personnages sur ce qu'il va faire à sa BD. Et là, ça reprend une forme d'intérêt vraiment sympathique. Et puis le méchant qui se rend compte qu'il peut peut-être influencer son créateur. Enfin, c'est très barré. Surtout, c'est le méchant qui réalise que tous ses actes dépendent finalement. C'est pas lui en fait qui les a fait. Donc il est pas méchant. En fait. Il est pas, oui. C'est chacun réalise qu'il y a pas de bon ou de mauvais côté dans leur histoire. C'est que toute la même personne. tout a été inventé par la même personne. Enfin, moi, c'est fantastique. C'était une bonne découverte. Je suis bien régalé. Mais, il y a un mais. Satoshi Kon est décédé il y a peu. Bon, il y a 3 ans quand même. Ouais, enfin, c'est peu à longtemps, sur l'échelle de l'humanité. Et il n'a pas fini Opus. Quoi? Mais c'est vrai? Non, sur l'échelle géologique, 3 ans, c'est que dalle. D'accord, tu as raison. Les schistes se forment même pas. C'est vrai. Bon, pour une fourmi, ça fait beaucoup quand même. C'est vrai. Mais pour une fourmilière. Donc, ouais, non, mais prise de tête. Cet opus-là, voilà, moi je trouve ça fantastique. Il y a un deuxième tome qui va aussi paraître chez IMHO,
éditeur qui publie que des mangas un peu bizarres. Mais il n'y a pas de fin. Et je ne sais pas comment ça va finir. J'ai peur de finir sur une queue de poisson et sur un cliffhanger de la mort qui fasse du... Et je saurais jamais... Et il n'aurait Mais pas un il- assistant, ouais, un je veux dire, collaborateur il y a pas qui pourrait d'admin, reprendre un petit peu le... Exactement. Voilà. Je ne sais pas. Ça, je n'en ai aucune idée. Mais tu t'es pas renseigné. Bah non. Bah ouais, franchement. Bah, ça, c'est bien préparé, ça. À toi non plus. Bah oui, mais c'est toi qui m'a fait découvrir le truc. Eh ouais. Moi, j'ai acheté parce que ça avait l'air trop bien. En tout cas, Opus, vachement bien prise de tête. Ouais, en fait, vous avez bien voulu le truc. C'est trop bien, mais vous lirez jamais la fin. Tu recommandes pour qui? Personne. Ah oui? Bah, en fait, je pense que ça peut plaire à tout le monde, mais il faut avoir pour un bon lecteur de bande dessinée. Parce que sinon, je pense que le passage de l'un à l'autre, ça marche pas. Oui, il faut déjà être un lecteur de BD pour apprécier ces références à la bande dessinée elle-même, à comment ça fonctionne, aux décors qui sont faux, au fait que ce que le créateur n'a pas imaginé n'existe pas, etc. C'est ça. Que quand on va trop loin dans les cases, bah, finalement, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a rien de dessiné derrière. Oui. Parce que le décor, il est en tout petit, finalement, au fond. Mais si toi, tu y vas, bah, c'est tout petit aussi. Les immeubles, tu Parce peux que leur marcher les dessus. perspectives par en vrille. C'est ça. Donc voilà, ouais, c'est vrai que faut un petit peu connaître la BD. Là, c'est pour les fans de BD qui veulent s'amuser, ce qui est un côté très amusant. C'est un jeu en fait sur les codes de la BD, tout en faisant une BD d'action en fait. On reste dans de la BD d'action bien péchue, où ça court dans tous les sens, où il y a des poursuites, des fusillades, mais avec un sujet vraiment étrange qui marche super bien. Et une conspiration aussi. Et une conspiration. Notre splash page, c'est la BD que nous avons décidé de mettre en avant à chaque émission. Cette fois-ci, nous avons choisi de mettre Contes et des contes d'Étienne Lécroard, tout simplement parce que nous avons enregistré une interview d'Étienne Lécroard au festival des Calanques et des Bulles, que nous allons vous passer de suite et nous vous parlerons ensuite de cette bande dessinée. On revient d'ici une vingtaine de minutes. Une interview passionnante. Franchement, écoutez, parce que Le gars est super. voilà, le gars il parle et c'est une mine quoi. Oui, Il est vraiment trop fantastique. agréable à écouter. Nous, on a passé un excellent moment. Si vous voulez avoir une petite idée, Étienne Lécroard est un habitué de Spirou. Il faisait des petits dessins dans la balise à cartoon, qui est un endroit où il y a plein de petits strips, qui étaient souvent très rigolos, et qui fait plein d'expériences. On vous laisse écouter ça, et on se dit à tout à l'heure. Je suis avec Étienne Lécroard. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc Étienne Lécroard est un auteur qui travaille beaucoup sous la contrainte, et la contrainte absurde, vu que tu fais partie de l'Oubapo, de l'Oulipo et du collège de pataphysique. Comment est-ce qu'on se retrouve dans ces... Alors l'Oubapo, ça semble aller de soi, tu as voulu jouer sur les contraintes dans la BD, mais par exemple, comment on arrive dans l'Oulipo, qui pour le coup est plus littéraire? Eh bien, écoutez, ça m'est un peu tombé dessus. J'ai pas vraiment choisi. De toute façon, c'est un peu le principe. L'Oulipo fonctionne par cooptation, c'est-à-dire que les gens décident sans que nous on demande. Moi, j'ai absolument pas postulé à l'Oulipo. C'est vraiment les gens de l'Oulipo qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien que je fasse partie de l'Oulipo. Et je leur ai dit mais moi je fais de la bande dessinée. Alors si vous me prenez, ce n'est pas pour que je fasse de la littérature. Je continuerai de faire de la bande dessinée. Donc je leur ai dit, dans ce cas-là, c'est vous qui considérez que la bande dessinée fait partie de la littérature. Ils m'ont dit, oui, c'est exactement ça. Donc je continue de faire de la bande dessinée et ils estiment que j'ai ma place au sein de la littérature. Et comme je fais de la bande dessinée à contrainte, donc c'est normal, je fais partie des gens qui pratiquent la littérature à contrainte. Voilà. C'était une surprise, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que le milieu littéraire, c'est pour les grands, et le milieu BD, c'est pour les enfants. C'est quelque chose à quoi tu t'attendais? Je m'attendais, mais vraiment absolument pas. Moi, j'étais très heureux au sein de l'Oubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, dont je fais partie depuis le début de l'Oubapo quasiment. Et pour moi, voilà, j'étais très bien là-dedans, ça me suffisait, donc je ne m'attendais absolument pas à ça. Et vraiment, quand ils me l'ont appris, je tombais complètement des nues. J'ai absolument même pas fantasmé à cette idée-là. Ça ne me venait pas du tout à l'esprit. Par contre, eux, je sais qu'ils réfléchissaient, ils y réfléchissent toujours, et je peux dire j'y réfléchis avec eux, à ouvrir un peu le champ littéraire, enfin, à justement trouver des gens qui ne sont pas stricto sensu dans la littérature. Donc des gens qui sont, je sais pas, qui font du scénario de cinéma, des choses comme ça. On essaye d'ouvrir comme ça le champ littéraire et donc de faire un Loulipo plus large que vraiment
le milieu de la littérature fermée. Et voilà, donc eux, de leur part, après, je me suis dit, bah oui, je comprends qu'ils m'aient demandé à moi, mais ils auraient pu demander à d'autres gens de l'Oulipo. Il se trouve peut-être que c'est moi qui connaisse le mieux. Il se trouve aussi que je travaille beaucoup sur les mots plus que sur l'image. Et donc c'est vrai que j'ai plus d'acquaintance peut-être naturelle avec eux. J'ai fait des bandes dessinées aussi avec des contraintes mathématiques, et à l'Oulipo, c'est leur origine. Ils aiment beaucoup tout ce champ des mathématiques. Donc c'est vrai que j'ai peut-être plus de trucs en commun avec eux. Alors pour rappel, pour les gens qui sont un peu largués avec l'Oubapo et l'Oulipo, alors l'Oulipo c'est l'ouvroir de littérature potentielle, l'Oubapo c'est l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Ce sont des mouvements, donc l'Oulipo, qui veulent faire de la littérature à contrainte. Le cas le plus connu, c'est celui d'un des fondateurs, c'est Pérec, qui avait fait La Disparition, donc un roman sans la lettre E, qui est la lettre la plus présente en français, donc très difficile. Puis un roman qui veut dire quelque chose, ça l'est d'autant plus. Et l'Oubapo, ça va être faire des BD qui se lisent dans les deux sens, en les tournant ou en lisant les cases sens manga ou sens européen. Des BD pliables qui vont changer le sens. Enfin, plein de façons de jouer avec l'objet bande dessinée pour le transformer et modifier la narration. Toi, tu es allé là-dedans naturellement. C'était un jeu. Est-ce que tu pourrais t'amuser à faire de la BD autrement qu'en jouant avec ces contraintes ? Je peux m'amuser à ça, mais c'est vrai que c'est un champ qui est tellement encore inexploré, je trouve, qu'il y a tellement de potentiel, d'où le terme Oubapo, potentiel. C'est vrai que je trouve que c'est encore très large. Il y a peu de gens qui s'y intéressent, donc je me dis, tant que j'y trouve du plaisir, je vais y rester. Mais naturellement, même avant de faire de la bande dessinée chez moi, c'est venu assez tard. Et avant de faire de la bande dessinée, je faisais déjà des livres avec des contraintes. J'ai fait un petit livre, par exemple, où les pages sont divisées en 3 dans le sens de la hauteur. Donc on peut ouvrir des tiers de pages, et puis ça changeait le texte d'un côté, le dessin de l'autre. J'ai fait des choses comme ça. J'ai fait un flipbook aussi, qui est après paru, qui est avec trois entrées, c'est-à-dire quand on feuillette avec le pouce d'un côté, ça fait une histoire, avec le pouce au milieu, ça fait une autre histoire, avec le pouce sur le côté, encore une troisième histoire, et puis 3 autres histoires de l'autre côté. Voilà, j'ai fait des trucs comme ça qui sont très à jouer avec le médium. Donc j'ai vraiment un goût pour ça, et même quand je fais des bandes dessinées, on va dire plus classiques, il y a toujours ma part de potentiel, enfin de jouer avec le potentiel même du médium qui remonte tout de suite. J'ai envie de ça, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Mais c'est vrai qu'aussi, je trouve, j'ai pas envie de piétiner sur les traces de gens de mes prédécesseurs, quoi. J'ai pas envie de faire de la bande dessinée avec des histoires de western si j'estime que ça a été très très bien fait, déjà largement rebattu. Voilà, il y a plein de genres où je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que ce qui a déjà été fait ? Je vois pas. Donc je préfère avoir mon petit chemin qui est pas trop pratiqué. Puis voilà. Pour l'instant, je ne m'y ennuie pas du tout, et c'est ce que je cherche. Alors moi, je t'ai découvert dans le journal de Spirou, où tu étais régulièrement dans la balise à cartoon, donc qui est la page où il y a plein de choses de plein d'auteurs un peu en vrac, avec notamment les fiches du professeur. C'est quoi ta relation avec le journal de Spirou ? C'est arrivé par ce rédacteur en chef qui s'appelle Thierry Tinlot, qui après est devenu le rédacteur en chef de Fluide, maintenant qui est parti ailleurs. Et c'est lui qui m'a proposé, par le biais de dessinateurs, notamment Ogroge, qui est Ogrojnowski maintenant, il signe Ogrojnowski. C'est lui qui m'a dit, tiens, il y a Thierry Tinlot qui vient d'arriver à Spirou et il cherche des nouveaux dessinateurs, tu devrais aller voir. Alors je me suis dit, tentons ma chance. Ça n'a pas été évident tout de suite, puis assez vite j'ai trouvé ma place, et puis je me plais bien. Mais moi, en fait, mon milieu d'origine, c'est le dessin d'humour. Au départ, je voulais faire du dessin d'humour, et j'aime toujours faire ça, donc je fais du dessin d'humour. Et puis parallèlement au dessin d'humour, je faisais des petits bouquins, comme je vous racontais, avec des petits trucs, des astuces et tout ça. Et à la fondation de l'Oubapo, il se trouve que moi, je réfléchissais justement à des trucs comme ça, et j'avais commencé à réfléchir à mon bouquin qui se plie, avec les pages qui se plient, qui est devenu Pervenche chez Victor, et qui était mon premier livre en bande dessinée. Et donc, assez naturellement, je suis allé les voir et je leur ai dit, moi, ça m'intéresserait de faire, en tout cas, de vous montrer ce que j'ai fait.
et puis peut-être de travailler avec vous. Puis ça s'est fait assez spontanément comme ça. Ouais. Tu es aussi coordinateur du comité de lecture de l'association depuis 2011. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur Internet après. Je sais pas ce qu'il en est. C'était période un peu compliquée 2011 pour l'association. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Enfin, c'est vrai que l'éditeur, c'est bon, a l'air d'être bien reparti sur de bonnes bases. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période un peu complexe. T'es arrivé vraiment pour entre guillemets essayer de sortir la crise ou c'était? Oui, en fait, il y a eu des grosses perturbations, on va dire, au sein de l'association. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, moi, en tant qu'auteur historique entre guillemets de l'association, si je peux faire quelque chose pour aider à sortir du marasme, je veux bien. Enfin, mais pour moi, c'était pas du tout spécialement m'occuper du comité éditorial. Bon, et puis il se trouve quand ils ont monté cette structure donc de comité éditorial pour remplacer un peu l'éditeur qui restait presque unique de l'association, à savoir Jean-Christophe Menu. Au départ, pour resituer les choses, c'est peut-être plus clair comme ça. L'association au départ a été fondée par 6 personnes, 6 dessinateurs. Il y avait, avec la part assez prépondérante de Jean-Christophe Menu, que les autres acceptaient, et petit à petit, il y a eu des querelles de personnes qui ont fait que les dessinateurs sont partis les uns après les autres, trouvant que Jean-Christophe Menu prenait trop de place, n'écoutait plus assez leur avis. Enfin, je résume vraiment à très, très schématique. Jean-Christophe dirait certainement autre chose, mais je pense que c'est assez globalement ça. Et à un moment sont arrivés en plus des conflits liés au fait que Jean-Christophe Menu voulait réduire la voilure, voulait licencier des personnes pour faire une structure plus petite. Et là, ces conflits qui étaient sous-jacents, plus ce conflit avec les salariés, ont fait que ça a explosé complètement. Il y a eu une assemblée générale assez épique dans laquelle chacun criait. Et il y a eu, à la suite de cette assemblée générale, une volonté de tous les auteurs, vraiment quasiment globalement tous les auteurs, de vouloir retrouver une structure communautaire, quoi, un vrai comité éditorial avec des choix collectifs, etc. Et Jean-Christophe Menu a accepté pendant un tout petit laps de temps d'essayer de retravailler avec ce comité éditorial, et il a laissé tomber. Il a décidé de partir fonder sa maison d'édition qui s'appelle l'Apocalypse, qu'il a fondée, et qui est parti, là, qui a déjà plusieurs livres à son actif, des très beaux livres. Et il a laissé le champ libre aux auteurs historiques de l'association de refaire une structure un peu en communauté. Et donc maintenant l'association fonctionne avec un vrai CA, un vrai conseil d'administration qui est fait par les auteurs qui étaient à la base de l'association, les fondateurs. Et il y a maintenant un comité éditorial, donc un groupe, on est 8 dessinateurs, ou dessinatrices d'ailleurs, qui voyons les projets qui nous arrivent, et puis on choisit, on vote, et on essaie de choisir des projets. Forcément, vu qu'on a tout un historique à l'association, c'est un peu dans la filiation déjà de tout ce qui existe, et puis amenant évidemment des nouveaux auteurs, on essaye de trouver, et voilà, on fait fonctionner ça. C'est pas évident, mais moi j'aime bien cette idée-là d'essayer de fonctionner autrement qu'un éditeur, on va dire, classique. Il n'y a pas un éditeur qui prend des décisions ou qui tranche au final. On fait ça de façon collective. Alors, j'ai vu aussi qu'on disait que j'étais le coordinateur. Pas du tout. J'ai dit que j'étais la voiture balai. C'est-à-dire quand le comité traîne trop, quand il y a les décisions traînent trop, c'est moi qui ramène un peu, qui rassemble tout le monde et qui dit bon, attendez, là ça commence à bien suffire, on essaye d'avancer les choses. Et encore, je le fais très très mal, mon rôle de voiture balai, donc j'ai vraiment pas grand chose de coordinateur. D'ailleurs, on est en train d'y réfléchir, parce que c'est vrai que ça serait peut-être bien qu'il y ait un vrai coordinateur pour ça, mais voilà, tout ça est en train de se mettre en place. C'est pas facile, mais je trouve que quand on voit ce qu'on a déjà édité, je trouve qu'on a un bilan qui me semble bien honorable, qui est bien dans l'affiliation de ce qu'a fait l'association. Il n'y a rien qui fait baisser le niveau, en tout cas à mes yeux. Je trouve même ça reste un très très bon niveau. Je suis assez fier de ce qu'on a fait, ouais.
Alors sinon, on va venir sur un peu les expositions. Donc tu avais fait une superbe exposition qui s'appelait Planche en vrac et à la découpe. Tu avais fait une exposition aussi au Festival de BD Bastia sur une sorte de mystère autour du musée et du centre culturel Luna Volta. Ça te rajoute encore c'est encore tout autour du jeu. Ces expositions, est-ce que tu en as d'autres en projet? Est-ce que tu comptes les déplacer ailleurs, les proposer ailleurs? Alors celle d'Una Volta, j'imagine que ça doit pas être facile. Celle d'Una Volta, on y avait réfléchi, mais elle était vraiment conçue en lien avec une autre exposition. Il y avait une exposition de planches traditionnelles qui était tout autour du thème du polar, du détective privé dans la bande dessinée. Et le centre Una Volta a décidé de me confier une exposition à propos de cette exposition. Donc il y avait l'exposition de planches, on va dire classique, et au-dessus j'avais un espace où je pouvais faire ce que je voulais, et j'ai décidé d'y créer, en fait, de faire une enquête autour de l'exposition qui était en bas. Dans l'exposition qui était en bas, il y avait des choses assez mystérieuses. Il y avait des planches qui étaient complètement saccagées, qui étaient avec des graffitis dessus, avec chiffonnés, déchirés, etc. Donc les gens qui visitaient l'exposition pouvaient se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était des vrais originaux, mais complètement saccagés. En fait, je peux le dire maintenant, c'est moi qui ai fait des faux originaux, mais avec le même papier que les dessinateurs, avec les mêmes outils, etc. Je suis un très bon faussaire, je crois. Je peux très bien faire des fausses planches. J'avais glissé des trucs dedans, des éléments un peu curieux, et il y avait des graffitis dessus, des déchirures et tout ça. Et donc les spectateurs voyant ça devaient se demander qu'est-ce qui se passe. Et il y avait en fait, le spectateur devait faire une enquête. Alors s'il avait envie de le faire, on le conduisait petit à petit à découvrir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ces planches saccagées, etc. Et donc après, dans l'espace qui était au-dessus, il y avait une enquête qui était menée. Enfin voilà, et les auteurs, les visiteurs devaient essayer de trouver qu'est-ce qui s'était passé. Voilà. J'étais assez content. Il y a eu un catalogue qui a été fait de cette expo, mais qui est toujours en vente d'ailleurs, mais cette expo ne pouvait marcher que en lien avec l'expo des planches originales, donc c'était difficile de la voir ailleurs. Par contre, l'exposition qui s'appelle Planche en vrac et à la découpe, c'est une exposition que j'ai commencé à faire pour un centre culturel au Yonax, et là c'est venu comme ça, c'est que ce centre culturel m'a dit on voudrait faire une exposition avec différents auteurs, et j'ai dit moi je veux pas exposer des planches papier traditionnelles, on va dire, mes planches à moi. Si je fais une exposition de choses qui ne peuvent exister que en exposition, qui seront donc en 3D, manipulables ou utilisant l'espace, etc. Et donc là, j'ai fait une exposition dans laquelle ce sont des planches en bois, des planches de bande dessinée, mais en bois, et on peut les manipuler. Il y a par exemple des volets qui pivotent et qui changent les cases. Il y a des planches qu'on peut démonter. Alors pour qu'on puisse y jouer, vraiment, j'ai fait des répliques, des duplicata sur du carton, et donc on a la vraie planche en bois et des répliques en carton avec lesquelles on peut jouer. Donc on peut démonter toute l'histoire. C'est des bouts de planche, donc on va dire il y a 7 bouts de planche et qui se démontent, et on peut le remonter d'une autre façon à chaque fois, et donc ça fait 2 versions avec les mêmes cases, ça fait 2 versions de l'histoire complètement différentes, et il y a que 2 façons de les monter. Je me suis assez pris la tête pour trouver des puzzles qui puissent se monter que de 2 façons et seulement 2. Et voilà, j'ai fait ça. Il y en a d'autres. Il y a aussi 2 bandes dessinées en taquins. Les taquins, c'est les jeux où on a tous joué. C'est des petits, on appelle ça aussi le pouce-pouce. C'est un petit cadre de plastique dans lequel il y a des petits carrés, et il y a un carré qui manque, et on peut donc déplacer les carrés, les faire glisser pour essayer de reconstituer une forme. Et moi, donc, j'ai fait mes carrés font des cases de bande dessinée, et donc on peut déplacer toutes les cases, et ça fait plein d'histoires avec des variantes différentes. Voilà, je fais des choses comme ça. Et c'est vrai que cette exposition-là, pour finir, cette exposition-là, je la fais tourner. Là, elle doit partir, alors je sais plus où, dans le sud, c'est cet été, et elle doit aller aussi en banlieue parisienne
à la rentrée en septembre. Elle tourne assez régulièrement. Les gens peuvent me la demander et puis je la loue. Mais sinon, avant ça, j'avais aussi, oui, j'y ai pensé pendant que je parlais de ça. J'avais fait une autre expo dans une galerie à Paris, dans laquelle j'avais fait pareil, une bande dessinée qui ne pouvait exister que dans le cadre d'une exposition, parce que c'était des cases de bande dessinée qui se baladaient dans l'espace. C'est-à-dire quand mes personnages montaient, ils montaient un escalier, et ben on voyait les cases monter avec le personnage. Quand le personnage tombait par terre, la case était avec lui par terre, et après il se promenait par terre vu du dessus, et il pouvait remonter sur un mur en face, etc. Donc je me dis, je trouve ça idiot, c'est toujours un peu frustrant les expos de bande dessinée. La plupart du temps, ça reprend vraiment ce qu'on a vu en album. Et donc, ça me paraît pas trop riche. Je me dis, si on fait une expo de bande dessinée, autant faire une bande dessinée qui soit faite que pour être en exposition, quoi. Vraiment jouer avec ça. Voilà, c'est toujours mon idée de voir le potentiel de la bande dessinée. C'est ça qui m'intéresse, oui. Tu as un site internet qui est relativement fourni. On trouve pas mal de tes travaux, des trucs que tu as fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le professeur en 3D, quand on tourne autour. Je regrette de ne pas avoir eu le Spirou dans lequel il était publié. Est-ce que tu as un point de vue sur la bande dessinée numérique, les nouvelles formes de diffusion qui se mettent en place, et puis le jeu aussi que tu pourrais faire en jouant avec l'outil du numérique? On m'a beaucoup parlé de ça, évidemment. Les gens qui me connaissent m'ont dit « Mais pourquoi tu explores pas plus le numérique ?» Et il y a un truc qui me gêne dans le numérique, c'est que le potentiel est trop énorme. Et donc, je ne sais pas par quel bout attraper le truc. Tout est tellement possible que du coup, moi, ça me bloque un peu. En papier, pour un livre, tout n'est pas possible. Une exposition, tout n'est pas possible. Le numérique, c'est vraiment, pour moi, il y a trop de possibilités. Alors, il faudrait que je trouve le biais par lequel l'attraper, mais j'ai pas trouvé un truc où je me dise, ah, voilà, ça, le numérique va m'aider à ça, et ça ne peut exister que en numérique. Il y a des trucs auxquels je réfléchis. Là, j'ai fait un strip à base du personnage de Pifou, qui s'appelle le Pifou Maître, et je l'utilise pour un spectacle qu'on fait en ce moment qui s'appelle Loubapo Show avec les collègues de Loubapo. Et c'est des strips un peu interactifs où le lecteur peut choisir des éléments du strip, et puis à la fin, pop, je lui propose un strip en fonction de ce qu'il a choisi. Pop, il y a un strip qui s'affiche. Mais ce que j'ai fait, j'en suis moyennement content dans le sens où c'est pas complètement interactif. C'est interactif, mais tous les éléments sont déjà... C'est moi qui les ai préparés à l'avance. Tous les strips, je les ai préparés à l'avance. Je voudrais un truc où le lecteur vraiment puisse modifier les éléments du strip. Il faut que je trouve. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé la formule qui me semble assez riche et qui, moi, me satisfait et qui soit potentiellement très, 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 très large. Là, j'ai réduit les champs pour que ça soit moi qui propose toutes les solutions. Mais je ne suis pas complètement satisfait. Par contre, dans le numérique, il y a des gens comme Anthony Rajol, il s'appelle sur Internet, il s'appelle plutôt Tony Rajol, qui fait un site qui s'appelle Prise de tête, où il utilise vraiment le potentiel de la bande dessinée, du numérique, pour faire des bandes dessinées numériques intéressantes, je trouve. Je me dis, oui, il y a des trucs à creuser, mais pour moi c'est un peu trop riche, et puis ça peut vite devenir plus du dessin animé que de la bande dessinée. J'ai pas trouvé encore le truc. Tu fais une BD qui est quand même assez particulière, assez pointue. Est-ce que tu arrives à en vivre? Alors de la bande dessinée même, si c'était que mes droits d'auteur de mes bouquins, non, je n'arriverais pas à en vivre. Ou alors oui, il faudrait que je sois au RMI en plus à côté. Non, j'arriverais pas à en vivre. Mais ce qui se passe, c'est à côté de ça, on me demande de plus en plus de faire des interventions, des lectures, de faire des ateliers aussi dans des écoles d'art. J'en ai fait beaucoup à Strasbourg, aux Arts Déco de Strasbourg, à l'école d'Angoulême, puis j'en fais aussi dans des collèges, etc. Donc il y a tout ce genre de choses, on va dire, qui sont autour de mon métier de dessinateur, qu'on me demande beaucoup, de plus en plus. Je suis obligé de dire non. Et voilà, ça l'un dans l'autre, ça me fait vivre. Et je continue de faire des dessins aussi pour la presse. J'aime beaucoup faire ça, des dessins d'humour pour la presse.
Donc tout l'ensemble, je vis de mon travail de dessinateur, oui, ça c'est sûr. Mais juste ce qui est la bande dessinée de Loubapo, non, ça ne suffirait pas à me faire vivre. Ouais. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors, un des derniers trucs que j'ai lu, alors c'est très proche de mon travail, c'est le décalage de Marc-Antoine Mathieu. C'est vraiment une bande dessinée qui m'a énormément plu. Elle est très très proche de problématiques, de choses que j'ai utilisées. Il fait à un moment des pages déchirées, j'ai fait aussi ça, des pages découpées, qu'on plie. Donc il y a vraiment des trucs qu'on a très très en commun. Tout ce travail réflexif sur ce qu'est le médium bande dessinée, on le pratique en commun. Donc évidemment ça m'a renvoyé à plein de trucs et je trouve qu'il s'en sort très très bien. Il parle de rien parce que dans sa bande dessinée il se passe rien à part le fait que les personnages essayent de rattraper le décalage qu'il y a eu dans le départ de la bande dessinée. Mais il justement parlait de rien et il dit plein de choses sur ça, sur que dire à partir de rien. Et c'est vraiment bien. Bon, avant, il y avait 3 secondes qu'il a fait que je trouve aussi merveilleux. Sinon, je sais pas, dans les trucs récents, il y a... moi, j'ai lu L'enfance d'Alan de Emmanuel Guibert, qui a rien à voir avec ce que je fais, mais je suis complètement ébloui par tout ce que fait Emmanuel et ça a continué avec L'enfance d'Alan. C'est justement des trucs que j'aimerais beaucoup arriver à faire, ce qui fait, à savoir parler de souvenirs d'une personne et trouver les bonnes images qui font pour ça. J'ai plusieurs trucs comme ça que j'aurais envie de faire. J'aurais envie de parler d'un de mes ancêtres. C'est un travail que je mène avec une cousine, mais je sais pas quoi montrer comme image. Et où il y a une amie aussi qui est décédée et je me disais j'aimerais beaucoup parler d'elle parce que je trouve sa vie elle est extraordinaire, mais je sais pas quelles images trouver et je trouve qu'Emmanuel Guibert fait ça avec vraiment pour moi c'est merveilleux quoi. Il trouve les bonnes images, il les dessine avec ses moyens merveilleux et je suis épaté. Sinon un des trucs que j'ai lu et qui a aussi rien à voir avec ce que je fais, un des trucs que j'ai lu récemment, c'est un livre de Hugues Micol et qui s'appelle Séquelles et c'est une sorte de c'est un bouquin vraiment où on rentre dedans. C'est comme et ça marche super quoi. On est entraîné, c'est des péripéties sur des péripéties complètement abracadabrantes et je trouve que son dessin là-dedans il est vraiment très très bon et moi j'ai été pris dedans. Ça faisait longtemps quoi. J'avais pas trouvé un bouquin comme ça où vraiment on le lit à toute vitesse et c'est super bien mené, très très inventif. Ouais, un très bon bouquin. Pareil, rien à voir avec ce que je fais. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette interview de Étienne Lécroard. En tout cas, nous on a passé un très bon moment. Vous avez vu qu'il est vraiment captivant et qu'il a une voix de radio. Ouais, carrément. Mieux que nous en fait. Il devrait faire cette émission à notre place. Il a un petit côté... bien sûr, j'ai oublié son nom. Mais bien sûr. Non, je vois pas non plus. Ah, mais si. Bon, je la ressortirai après parce que alors là, ça tombe à plat. Vas-y. T'avais fait une blague en plus, c'est ça ? C'est ça. Non, la loose. Là, c'est la loose totale. La loose totale. Vous êtes encore neuf sur le live. On vous rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag OEC Live. On salue Azertov qui nous a envoyé quelques commentaires. Qui nous a parlé d'une autre BD qui s'appelle Abîme. C'est de Mangin et plusieurs auteurs derrière, qui effectivement avait l'air très intéressante. Qui était sur le sujet de la mise en abîme et que je vous recommande. Qu'on trouve chez Air Libre depuis. Voilà. Nous allons parler de Conter des contes. Alors c'est le seul ouvrage que j'ai lu d'Étienne Lécroard. Je l'ai acheté parce que on l'avait rencontré, c'était à cette occasion-là. J'avais beaucoup vu ses travaux qu'on peut voir sur son site. Il en montre quelques-uns. Un site très complet où on voit un peu tous ses travaux d'expérience et des trucs vraiment bizarres mais qui ont l'air hallucinants et géniaux. C'est super ludique. Et donc, Conter des contes, c'est un recueil d'exercices oubapiens. Donc, Loubapo, je vous rappelle, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, qui en gros, ils essayent de se donner des contraintes pour réaliser des bandes dessinées. Et là, on a ce recueil-là, où il a essayé des exercices basés sur les mathématiques. Alors, dit comme ça a l'air super chiant. Alors, ouais. Faut quand même se dire que ça reste quand même quelque chose de très mathématique. Si d'une certaine façon on n'a pas une petite affinité pour
pas pour l'outil mathématique, mais pour l'objet mathématique. On rentre peut-être difficilement dedans. Je dis bien peut-être. Moi, on va dire malheureusement, je suis du côté des pseudo-scientifiques, en tout cas au niveau de ma formation, donc je suis rentré dedans. Mais peut-être que ça peut rester un peu plus difficile d'accès pour les autres. Ouais. Toi, t'es un scientifique aussi, mais t'es moins un matheux. Non, je suis un pseudo-littéraire en fait. Ah oui, t'es un littéraire raté. C'est ça. C'est un droitier contrarié et un littéraire contrarié. En fait, c'est pour ça qu'il est grognon, c'est qu'il est contrarié tout le temps. C'est ça. C'est Grumpy, l'ours qui fait gros. Celle-là, je la note. Écoute, il faudra que tu me la... Voilà, je pense qu'on peut faire un bon visuel dessus pour plein de trucs sur le Wayne Club. Oui. Oui, t'allais dire. On t'a coupé dans ton... c'est ça en fait. Mais là, du coup, on va parler bien de compter des comptes. Oui. J'ai pas tout raté. Moi, j'ai trouvé ça excellent à lire parce que tu as tellement de variantes dans les contraintes que se fixent les Croards que c'est... tu vas lire en fait ton truc dans un sens, tu vas le lire dans l'autre sens, tu vas voir en fait les différentes pratiques qu'il va donner avec 4 cas qui sont identiques mais qui va enchaîner de différentes façons avec différents dialogues. Ça multiplie en fait le sens de lecture au fur et à mesure. Ça joue beaucoup sur la permutation de cases, Oui. c'est-à-dire que il va tracer. Alors il explique à chaque fois au début de l'exercice, il explique pourquoi il fait cet exercice et comment ça marche. Et il commence toujours, par exemple, il y a un exercice où il va faire un schéma de lecture, une sorte de pentagramme qui va donner un ordre. Et il faut que cette case-là, quel que soit le moment où tu prennes ta lecture, fasse une histoire qui va se lire quand même, en suivant ce schéma-là. Ça joue sur la répétition, où à chaque fois il va rajouter une case, faire une sorte de schéma dans tous les sens. Mais c'est là où justement c'est vraiment mathématique parce que plus tu vas rajouter de cases, plus tu vas rajouter en fait, ça va être exponentiel. Tu peux avoir avec peut-être les 10 cases, tu peux avoir une centaine d'histoires différentes. Oui. L'exercice rigolo, c'est le carré magique aussi, la BD qui peut le carré de 3 sur 3 qui peut se lire dans tous les sens. Ouais. Oui, moi celui que j'ai trouvé l'un de ceux que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est l'histoire du 5 sur 5. Avec 5 personnages différents, extraits de 5 BD différentes, avec des cases de mémoire qui existent vraiment dans les BD en question, je crois. Enfin, un truc du genre. C'est juste hallucinant, sachant que donc sur la ligne on a 5 extraits de BD, on va dire, ou en tout cas 5 personnages de BD différents. Mais il faut qu'en colonne aussi ça fasse 5 personnages de BD différents. Donc l'air de rien, les combinaisons sont pas évidentes à se faire répondre. Et 5 dialogues de BD différentes qui sont mélangés et ça donne un sens. C'est un truc de fada. Donc on a Cortomastes, les Schtroumpfs, alors il y en a que je reconnais pas, il y a du Fred. Et non, il y en a 2 de personnages. Ouais, il y en a 2 que j'ai eu du mal à... Mais voilà, là aussi, si on n'a pas un minimum de références littéraires, on passe sans doute... BD-Fil, on passe à côté de certains trucs. Il y a Baccarat Tandridil, La crise illustrée de Willem, Les Éthiopiques d'Hugo Pratt, L'île des brigadiers de Fred et Le Schtroumpfissime de Peyo. Chaud. Oui, enfin... Et donc, il joue avec ça, et c'est vrai que, comme on le disait, on est dans le mathématique, donc on se dit que ça peut être un peu froid et un peu vain. Alors souvent, pour contrer ça, il joue sur l'humour et sur l'absurde. Ouais, enfin l'histoire, de manière générale, les histoires sont quand même super bien ficelées et assez profondes pour que rien que l'histoire en elle-même déjà soit pertinente et intéressante. En plus, se rajoute à ça tout le système mécanique de la contrainte. Celui-là est absolument génialissime. Bully Bill, c'est un truc de fou où on a 2 BD en une qui se croisent, qui se chevauchent au niveau des dialogues et des dessins. Pour créer une 3e BD. Ouais. Voilà. À un moment donné, est-ce qu'il a passé un électroencéphalogramme pendant qu'il créait ça? Oui. L'idée est folle. Et Boulle, ça vient de Pierre Boulle, le mathématicien. Oui, c'est les lois des Pierre ensembles Boulle. où ils nous font chier à la l'école mécanique avec ça. les mathématiques booléennes. C'est Will Billycock ou non, pas Will Billycock, un autre Bill. Buffalo Bill. Buffalo Bill. Voilà, Buffalo Bill. Oui, parce que du coup, c'est l'Indien qui est pris pour un sauvage qui en fait est bien plus sage que le Buffalo Bill qui est le grebeux de base. Donc ça peut donner cette impression d'être un peu froid, etc. Il joue avec l'humour. Est-ce que vous avez eu cette impression que ça peut donner, qu'on est dans de l'exercice quelque part? C'est chiant un exercice par définition. Ouais, alors bon, mon petit côté psychorigide va dire que le cadre, la contrainte, peut être un cadre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous donne aussi une trame de travail qui nous évite de partir de la page blanche. Oui, enfin là, il est dans des contraintes super fortes. Oui, mais du coup, il ne part pas de la page blanche. C'est-à-dire que techniquement, il a déjà une feuille de route.
Après, reste à lui de trouver une histoire, reste à lui de trouver éventuellement les références BD sur lesquelles il doit s'appuyer, ou simplement la thématique de départ, mais qui du coup, une fois que le fil a commencé à être tiré, la technique l'entraîne forcément de plus en plus loin en avant et peut-être une aide finalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je peux le percevoir. Si je devais rentrer dans le processus de création, avoir une trame, avoir une contrainte, c'est aussi avoir un cadre. Et du coup, parfois une aide. Tu vois Là, il y a un grattage de barbe qui n'est pas visible, qui n'est pas audible, Oui. plus que visible. Oh, ça peut être audible, hein. Ouais, il faut gratter fort. Faut gratter Mais très c'est fort. pas super intéressant. Merde. Je pense qu'au contraire, il y a pour réussir, pour réussir j'arriverai pas à trouver le mot, la problématique qui se pose quand il veut faire ça. Je pense que tu dois avoir une connaissance de la narration au niveau, une technique qui doit être, mais je pense vraiment monstrueuse, parce que c'est imbriquer tous les petits faits les uns dans les autres pour justement subir la contrainte et finalement la déjouer pour en faire un truc qui est qu'on peut lire et qui a un sens, mais qui a un sens dans tous les sens. Voilà. À mon avis, voilà, il y a vraiment un gros travail. Ouais. Je crois qu'il veut le compter des comptes, au fait. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je vais essayer de faire rebondir sur. Donc du coup, juste pour pas être trop d'accord avec Isaac, c'est que c'est pas la contrainte, à mon avis, qui fait vraiment la difficulté du truc. C'est plus de savoir d'où tu viens pour réussir à faire des trucs pareils. Parce que c'est jamais creux, hein. Il y a toujours un sens. Ah oui, le scénario est toujours intéressant. Et il y a une des histoires, moi, qui m'a le plus touché, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, qui s'appelle Compter sur moi, où en fait, sa contrainte, c'est qu'il utilise, je vais vous lire la contrainte. Certaines personnes comptent pour nous, il est donc naturel que l'on compte pour elles. Considérons un être cher dans sa 50e et ultime année. Nous disposerons pour l'évoquer de 50 mots et 50 traits. Dans sa 49e année, 49 mots, 49 traits, et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'au début. Formule mnémotechnique, vous vous en souviendrez, par cœur. Et il nous raconte, en fait, il nous fait le portrait d'une personne qui était chère pour lui, et qui a disparu à sa 50e année. En l'occurrence, sa sœur. Voilà. Et il y a de moins en moins de mots pour en parler, il y a de moins en moins de traits pour en parler. On va de plus en plus vers le simple, l'abstrait, la beauté. C'est une histoire super émouvante, j'en ai des frissons là, rien d'en parler, et qui est très réussie. Et pour le coup, il va utiliser un style un peu différent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du style graphique. Pour le coup, il va avoir un style un peu plus réaliste, parce qu'au début, il a 50 traits, donc il va pouvoir montrer beaucoup de choses. Et ça va vers l'estompe, tout en gardant ce style un peu réaliste. Enfin, Mais on se rend compte que c'est pas parce qu'il met moins de mots ou moins de traits que l'émotion est moins forte pour le coup, parce qu'il nous a déjà embarqué dans l'histoire auparavant. Oui. Et on se laisse mener par le bout du nez jusqu'au bout, avec, comme tu le disais, des frissons. C'est l'histoire où j'ai oublié l'exercice, en fait. Je l'ai lu, j'ai oublié l'exercice. Quand je suis arrivé à la fin, j'avais oublié que c'était un exercice, que c'était un jeu d'écriture. Alors moi non, parce que alors justement, j'ai trouvé que le truc intéressant aussi, c'était de voir, puisque le nombre de mots, alors parce que compter le nombre de traits, c'est pas toujours évident, mais compter le nombre de mots nous permettait aussi de replacer telle ou telle case dans le contexte familial, dans l'époque, dans l'âge de l'auteur et ou de sa sœur du coup. C'est l'air de rien une espèce d'information supplémentaire qui peut être donnée sans en avoir l'air, sans qu'on ait besoin de dire à l'âge de machin, à l'âge de bidule, avant ma telle année. Voilà, c'est une petite information comme ça qui glisse derrière et qu'on peut avoir dès qu'on en a besoin, dès qu'on en a envie. Thio ? Non, c'est pour moi, je pense, l'exercice qui était techniquement le moins difficile, mais je pense émotionnellement le plus dur. Ouais. Parce que c'est je pense celui qui vraiment lui a demandé le plus d'implication personnelle dedans. Graphiquement, il a un style très bonhomme rigolo, très dessin de presse. Ouais, dessin de presse, tout à fait. Ouais. Qui fait très dessin de presse, mais de temps en temps il change. Il va partir sur un style plus poétique, changer ses techniques, ou un style plus réaliste en fonction de l'histoire qu'il va raconter. Même si la plupart du temps il garde ce côté dessin de presse un peu absurde, un peu rigolo, qui va bien.
Comme il le disait, il est quand même capable de s'adapter à beaucoup de styles. Hein. Il racontait dans l'interview comment il a refait des planches de tonnes d'auteurs, genre Daudier et compagnie, en utilisant les mêmes techniques, les mêmes papiers, les mêmes plumes pour travailler, ce que je trouve assez hallucinant. Parce que j'ai vu les photos des planches et on s'y tromperait, quoi. Il a à la perfection. Le mec, c'est un technicien, je pense. Moi, je l'ai vu refaire des billets aussi. Il le fait super bien. Ah ouais. Et c'est avec ça que t'as payé sa BD. Enfin voilà, un dessin qui marche, qui tient la route, qui est pas. Enfin moi que j'aime bien parce qu'il y a un petit côté vraiment. On reconnaît du Lécroard quand on en voit graphiquement. Il y a une façon de faire les nez assez particulière. Vous avez quelque chose à rajouter sur le dessin? Non. Non, parce qu'effectivement, c'est un petit caméléon, il arrive à faire un petit peu comme il veut, comme il sent, en fonction de la thématique, il va être capable de changer fondamentalement ce qu'il fait. Moi, je reviendrai justement sur ce bouquin-là, Compter des comptes. Je l'ai eu du mal au début. J'ai cru vraiment que ça allait être, je vais pas dire la croix et la bannière à le lire, mais en tout cas long et peut-être un petit peu fastidieux. Parce que la première thématique, les premiers exercices, c'est presque des exercices qu'on pourrait conseiller aux orthoptistes à faire aux enfants, quoi. Parce qu'alors, on va chercher la case en haut à gauche, en bas à droite, machin. Enfin bref, à chaque fois, on a des sens de lecture un petit peu délirants. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça va être un petit peu pénible à lire. Et en fait, à l'arrivée, pas du tout, parce que dès la deuxième thématique, on change vraiment de contrainte et on change vraiment de façon de lire. Et du coup, on est peut-être un petit peu plus dans l'intérêt de l'histoire aussi sur la suite, alors que dans le premier chapitre, j'ai trouvé que les contraintes desservaient un petit peu la façon de rentrer dans les histoires, voire même carrément l'intérêt du contenu. Voilà, dès la deuxième contrainte, ça m'a franchement fait décoller. T'as pas l'air d'accord, tu vois. Non, le sentiment c'était un peu le même au départ. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit ça va être très long et en fait je me suis pas trompé. Ça a été très long, mais pas à cause des contraintes, mais à cause du multiple sens de lecture que tu peux avoir. Parce que moi j'ai essayé de vraiment pas passer à côté des exercices de Lécroard et de vraiment avoir tous les sens de lecture possibles. Et oui, il y a des tonnes. Voilà, et c'est exceptionnel, quoi. Des tonnes d'entrées, des temps de lecture. Oui, c'est très riche. Ça, tu peux passer beaucoup de temps sur une seule planche, quoi. C'est ça. Tu prends une planche et tu peux la regarder pendant quelques minutes, mais tranquillement, hein, en la lisant dans un sens, dans l'autre, et justement en regardant tout le travail qu'il a fait dessus. Voilà, c'est phénoménal. C'est là où tu dis que finalement, s'obliger à certaines contraintes sur leur production, ça peut, je pense, donner des trucs qui sont géniaux. Alors je l'ai vu faire un autre truc genre génial. Il a fait un portrait d'un Oulipien, donc c'est l'ouvroir de littérature potentielle, en ASCII art. Donc l'ASCII art, c'est quand on utilise les lettres pour faire un personnage, etc. Sauf que chaque ligne, c'est une phrase. Et donc, en gros, toutes les lignes, quand tu les mets les unes au-dessus des autres, on voit en creux, dans les creux du texte, en fait, des dessins, on voit le portrait de la personne. Tu vois, le truc de malade. Ouais. C'est un fou furieux, il est fantastique. Ah non, je reste en admiration totale devant ce monsieur qui est d'une simplicité, d'une accessibilité absolument géniale et qui a un talent, une virtuosité de la création de la bande dessinée digne d'un très grand maître. Voilà. Alors après, allez-y, tentez l'expérience Lécroard, on va dire ça comme ça. Peut-être que certains d'entre vous n'aimeront pas. J'ose espérer que la grande majorité se accrochera tout de suite. Vous pouvez vous faire une idée en allant sur son site, tout simplement, où il montre pas mal de ses exercices. On voit à peu près un peu ce qu'il peut faire. Ça permet de se faire une idée, de voir si on veut sauter le pas et d'aller plus loin dedans. Ouais, parce que c'est quand même très particulier. Hein. Oui. Pour moi, pour l'avoir lu, ça me faisait un peu penser à ce que tu peux lire des fois dans du Scott McCloud, quoi, avec les livres sur la bande dessinée où et tiens, si je fais ça, qu'est-ce que ça peut donner, et tiens, en faisant ça on se retrouve un petit peu là-dedans, quoi. Mais quelle transition de malade tu viens de m'offrir. Ah oui, parce que c'est la carte blanche. Oh là oh là là. Bravo, corporate. Nous allons donc partir sur notre carte blanche.
Com va venir nous parler de la théorie de la BD. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et quels sont les ouvrages de référence? Parce que c'est vrai que dit comme ça a l'air chiant. On doit être assez chiant d'ailleurs, mais pourtant on arrive à conserver nos 10 auditeurs. Qu'est-ce qu'on est fort. En fait, c'est parce c'est nos femmes. C'est nos femmes, c'est ta mère, et voilà, c'est la famille qui nous écoute. Ouais, c'est ça. À nous trois, ça fait pas grand monde en fait. 10 personnes à nous avec nos 3 familles, franchement c'est la loose. Donc on laisse la parole à Com, et on revient juste après pour le courrier de Tizak. Carte blanche à Com. Bonjour Com. Salut. Donc un nouveau venu pour les cartes blanches. Com, tu vas nous parler de théorie de la bande dessinée, et pour ça tu as de quoi faire parce que tu en as bouffé quelques années car tu es thésard. Tout à fait, je suis tout à fait en fin de thèse puisque j'ai rendu ma thèse ce matin, donc c'est tout frais. Félicitations. Bah merci. Et donc une thèse qui parlait en partie de bande dessinée, donc j'ai dû avaler pas mal de théories pendant pas mal d'années. Et donc tu fais partie d'une caste étrange qui est les chercheurs, des gens qui essayent de comprendre comment marchent les choses. Et la vraie question que tout le monde se pose, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert, c'est ça. Alors, je vais pas te dire faire parler les cons comme dans le film, parce que sinon notre entretien serait un peu court. Donc, pourquoi la théorie c'est important? Alors, 2 remarques. La première, c'est que je vais essayer de pas utiliser trop de mots compliqués, donc n'hésite pas à me reprendre, surtout si y a des mots que tu comprends pas. Tu sais, c'est les petits défauts du chercheur qui pense que tout ce qu'il dit est évident. Et puis ce que je dis sur la théorie, bon là on parle de BD, mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Alors pourquoi se prendre la tête avec de la théorie? Pourquoi en fait en chercher à en savoir plus sur la bande dessinée? Parce que c'est un peu ça la question de fond. Pourquoi on lirait pas juste des albums pour se faire plaisir, quoi? Et se faire plaisir, pour moi, c'est ça le truc. Donc c'est clair que il n'est pas question de se farcir de la théorie si on n'en a pas envie. C'est pas le propos. Ça peut ne pas plaire, hein. Il peut y avoir des gens qui disent non, moi la théorie j'ai pas envie, c'est pas un problème, on vit très bien sans. Mais si ça vous intéresse de décortiquer un peu ce machin hybride qui est la bande dessinée, qui est quand même beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît quand on y réfléchit 5 minutes, et ben c'est pour ça que la théorie est faite. Alors, la théorie, ça sert à plein de monde, ça sert aux auteurs de bande dessinée pour réfléchir un peu comment ils font leur BD, pour essayer de se poser des questions là-dessus, trouver des nouvelles manières de raconter. Ça sert aux chercheurs, bien entendu, pour qu'ils se fassent mousser dans les conférences et que parfois ils gagnent des sous. C'est assez rare, mais c'est possible. Et puis des fois, il y a des cacahuètes. Voilà, il y a beaucoup de cacahuètes et de jus d'orange. Et puis ça sert aux lecteurs de bande dessinée. Alors dans le doute, je pars du principe que les auditeurs font partie de cette 3e catégorie, à moins que tu aies des chercheurs qui ne s'avouent pas tels, ou alors des auteurs qui nous écoutent. Alors pour aller vite, on pourrait diviser les études sur la bande dessinée en deux familles, on va dire. Il y aurait la famille formaliste, ou la famille structurelle, on va dire, et la famille sociologique. Alors moi personnellement, je suis plutôt un formaliste, donc je vais parler surtout de ça. Donc formaliste, c'est celui qui s'intéresse à, comme son nom l'indique, la forme de la bande dessinée. Et puis on parlera peut-être un peu de l'approche sociologique quand je citerai quelques ouvrages tout à l'heure. Donc, la forme, c'est quand tu dis forme, tu veux parler du fait que ce soit dans un album carré, cartonné. En fait, c'est un peu de tout. C'est-à-dire que c'est à la fois des choses très générales, comme tu viens de le dire, le format de la bande dessinée. Alors voilà, est-ce que ça va être un album rectangulaire? Est-ce que ça va être plutôt un truc type livre? Est-ce que ça va être une bande dessinée numérique? Est-ce que ça va être imprimé? Enfin voilà, tout un tas de questions comme ça. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, quand on lit un manga qui est en petit format de 200 pages par rapport à un grand album cartonné couleur de 46 pages? Déjà, tu t'approches pas la chose de la même manière, quoi. Donc ça, c'est des questions comme ça. Ça peut être aussi après à l'intérieur de l'album, à l'intérieur de la bande dessinée, comment ça marche une planche de bande dessinée? Qu'est-ce qu'on peut faire sur une planche? Qu'est-ce que c'est les principes qui organisent une planche de bande dessinée, les cases de bande dessinée? Comment est-ce que dans une case de bande dessinée les choses peuvent s'organiser? Le rapport entre le texte et l'image? Comment un scénario va se construire? Encore une fois, c'est quoi les principes qui y a derrière ça et tout? Enfin, ça regroupe un champ bien sûr extrêmement vaste. Qu'il faudrait des heures pour en parler. Alors, en gros, la théorie te permet, en sachant comment ça marche, de créer une grille de lecture qui va permettre de savoir pourquoi t'as aimé ou pas, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. En tant que lecteur, en fait, si je fais une comparaison, par exemple, quand tu regardes un film de n'importe qui, hein, Tarantino, Tarkovsky, George Lucas, enfin peu importe, tu peux très bien être dans ton canapé et voir le film et dire c'est bien comme film, ou alors non, j'aime pas trop. Et puis si tu t'y connais un petit peu en théorie du cinéma, tu peux dire oh là là, il y a un cadrage fantastique, ce film, le montage des scènes est incroyable, oh là là, il y a un retournement scénaristique à un moment, c'est génial, et ça marche pour le cinéma, ça marche pour la musique quand tu dis les solos de Jimi Hendrix, les nocturnes de Chopin, cette maîtrise de la gamme, ou en littérature ou peu importe, enfin bref. C'est optionnel parce que tu peux apprécier tout ça sans trop savoir pourquoi, hein, voilà. Mais voilà, c'est toujours bien de savoir un peu comment ça marche, de mettre un peu les mains dans le cambouis pour apprécier encore plus, en fait, finalement. Alors, il y a beaucoup d'aspects à la théorie de la bande dessinée, donc moi je parle plutôt formalisme, mais ça ne veut pas dire que l'approche sociologique n'est pas bien. Hein. Les deux, d'ailleurs, l'approche formaliste, c'est de dire on va positionner les choses de telle façon pour obtenir tel effet et avoir un tel fonctionnement. Et la sociologique, ce serait quoi par rapport à ça ? L'approche sociologique, ce serait plus des questions comme par exemple c'est quoi la définition d'une bande dessinée ? Ça peut être aussi des questions du style quand est née la bande dessinée. Alors ça, c'est les deux questions. Tu les poses à un panel de chercheurs. Tu peux les laisser ensuite discuter pendant, je pense, une bonne semaine pendant qu'ils s'écharpent pour trouver une réponse. Et d'ailleurs, les auditeurs peuvent se poser ces deux questions. Et déjà, là, on voit que c'est là que la théorie est intéressante, quoi. Après, c'est aussi des questions du genre par rapport au lectorat. J'en parlerai un peu tout à l'heure, mais il y a des ouvrages qui se pose la question de savoir pourquoi, par exemple, c'est la bande dessinée, c'est un objet qui a cette réputation d'être quelque chose d'un peu enfantin, d'être quelque chose d'un peu simple. Tu sais, les gens disent souvent ah oui, mon fils, il lit pas de livres, mais il lit de la bande dessinée, c'est un bon début, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'une approche sociologique va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ça, d'où ça vient historiquement, etc. Et deux, pourquoi c'est faux, hein, parce qu'on est d'accord. Et pourquoi le gars rajoute et heureusement, c'est pas des mangas. Voilà, oui. Alors ça c'est le deuxième niveau, tu vois. Mais voilà, l'approche sociologique, ce serait plutôt ça. Après, dans les faits, en général, tu utilises un peu les deux en même temps, quoi. C'est-à-dire que pour expliquer pourquoi la BD a une réputation de truc enfantin, par exemple, tu vas aussi te baser sur une des réponses possibles. Par exemple, ce serait parce que l'album de bande dessinée, cartonné couleur, c'est une forme qui découle des albums pour enfants illustrés machin. Donc voilà, ce serait une question typique où tu utilises en fait un peu les deux approches. Donc, si je résume bien, la théorie, ça sert à comprendre ce qu'on lit, à comprendre pourquoi certaines BD fonctionnent ou ne fonctionnent pas, ce qui nous plaît ou nous plaît pas. C'est ça. D'accord. Alors, après, la théorie, ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est effectivement comme, en fait, tu viens de les dire. Il y a quand même un côté emmerdant de s'intéresser à la théorie, à part que ça peut en faire endormir les gens dans les soirées. C'est que ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on lit des choses théoriques de lire des mauvaises bandes dessinées. Alors c'est une blague qu'à moitié parce qu'en fait moi par exemple depuis que je m'intéresse à tout ce genre de questions, je fais beaucoup plus attention à la mise en page par exemple. Alors ça me permet d'apprécier encore mieux des dessinateurs comme Chris Ware ou Andreas qui sont des génies à ce niveau-là. Mais en même temps, ça me fait moins aimer les BD de, disons, Johann Sfar, qui est un gros paresseux qui fait que des gaufriers, quoi. Mais après, c'est comme tout, hein, on peut apprécier une œuvre malgré ses défauts. Par exemple, Sfar, il fait des dessins plutôt jolis, mais ses scénarios sont tout pourris. Enfin voilà, j'arrête sur Sfar. Mais les gens peuvent réécouter la chronique de Tokyo qu'on avait fait il y a quelque temps. D'accord. Mais il a aussi fait des bons scénarios. Oui. Professeur Bell, c'est génial. Il s'empâte un peu ces derniers temps, mais ouais, Professeur Bell, c'est génial. Toutes ces premières BD, le Golem et tout, c'est super, quoi. Mais enfin voilà, c'est vrai que du coup maintenant, quand je lis une bande dessinée, souvent il y a un moment, je vais m'arrêter de lire puis je vais dire bon, alors là, je regarde la mise en page. Ouais, là, c'est pas très intéressant. Ah, là, il y a un effet pas mal, bien trouvé. Du coup, je vais prendre plaisir à relire cette page plus tard en me disant ah oui, j'avais bien aimé l'effet qu'il y avait à ce niveau-là. Après, il faut aussi pour que ça marche que l'auteur en ait conscience. C'est-à-dire que t'as beaucoup d'auteurs et encore heureusement, hein, t'es pas obligé du tout de réfléchir à ce genre de truc quand tu fais de la bande dessinée. Mais t'as beaucoup d'auteurs qui n'ont pas lu beaucoup de théorie et du coup, à ce niveau-là, mise en page et tout, c'est pas des trucs extraordinaires, mais bon, c'est pas grave non plus. Hein. Il y a des très bonnes BD qui font sans.
On va y venir d'ailleurs, justement, en allant sur la deuxième partie de cette carte blanche. C'était Will Eisner qui disait que lui avait commencé à écrire sur la théorie parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des trucs qu'il faisait qui marchaient mais sans savoir pourquoi. Il le faisait un peu à l'instinct et il a voulu comprendre pourquoi est-ce que certains de ses dessins marchaient mieux que d'autres. Et c'est ce qui l'a amené à s'intéresser à la théorie. Là-dessus, il a écrit plusieurs ouvrages et je voulais justement que si les gens veulent s'intéresser un peu plus à la théorie, quels sont les ouvrages un peu de référence sur le sujet. Ouais, bah écoute, on va commencer par Will Eisner qui était deuxième sur ma liste, mais du coup ça fait une bonne transition. Donc, a écrit effectivement un bouquin qui s'appelle, alors en français je sais plus, en anglais c'est Comics and Sequential Art. Donc ça doit être quelque chose comme la bande dessinée art séquentiel. C'est ça, sorti en 3 volumes chez Delcourt, je crois. D'accord. Donc moi je l'ai lu en anglais parce que ce que je t'ai pas précisé, tu ne pouvais pas le savoir, mais je suis un chercheur sur la littérature américaine. Donc moi je m'intéresse surtout voilà à ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est que justement c'est surtout des Français qui s'occupent de théorie. Donc l'ouvrage d'Eisner, il est bien hein, effectivement. Donc c'est un peu le même principe que Scott McCloud dont je vais parler dans 2 minutes, c'est-à-dire expliquer comment marche la bande dessinée en bande dessinée. Et ça c'est assez intéressant, enfin c'est une approche plutôt originale. Après les bouquins de Will Eisner je les trouve bien mais quand même un petit peu datés parce qu'ils datent quand même des années 80-90 et du coup il y a certains trucs où tu sens un petit peu que voilà ça marche plus trop ou en tout cas c'est des choses qui ont évolué aujourd'hui. Alors ça a été réédité et augmenté en 3 volumes chez Delcourt sous le titre Will Eisner, les clés de la bande dessinée en 3 tomes. Le premier c'est l'art séquentiel, le deuxième c'est la narration et le troisième c'est les personnages. D'accord, alors moi je pense que ce que j'ai lu correspond au premier tome, donc du coup je ne me prononcerai pas sur les 2 autres que je n'ai pas lus. Donc après moi je voulais parler aussi de Scott McCloud donc qui a sorti pareil une BD théorique, enfin il y a plusieurs tomes mais je pense au niveau théorique ce qui est le plus intéressant c'est le premier tome qui s'appelle L'art invisible en français, c'est sorti chez Delcourt. Et ensuite il a fait 2 autres ouvrages, un qui s'appelle Réinventer la bande dessinée et un autre qui s'appelle Faire de la bande dessinée, donc là c'est vraiment pour les faiseurs quoi. Réinventer la bande dessinée est d'ailleurs introuvable, il a été édité chez Rackham il y a quelque temps. Tout à fait, alors que L'art invisible est encore trouvable je crois très très facilement. Oui, il a été repris par Delcourt. Donc bon et puis c'est un grand classique hein. Je pense qu'à mon avis il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui en ont entendu parler, qui l'ont même peut-être lu. Moi je vais pas le cacher, je trouve que c'est un livre qui est quand même très très surévalué. Alors pour s'y arrêter 2 minutes, bon ça part d'une très bonne intention hein. Comme je l'ai dit, expliquer ce qu'est la bande dessinée en bande dessinée c'est plutôt couillu, c'est plutôt bien trouvé aussi, puisque finalement ça permet de montrer aux lecteurs de bande dessinée qu'il y a tout un tas de trucs qui font instinctivement et là dans son bouquin on y réfléchit un petit peu, donc c'est très intéressant, sauf que bon il y a plusieurs problèmes pour moi. Le premier c'est que la théorie se prête mal au discours simple et la bande dessinée se prête mal au discours compliqué, donc finalement c'est un livre qui fait que effleurer la surface de plein de choses, c'est-à-dire que il parle de plein de sujets mais à chaque fois il va très très vite. Donc, il y a peut-être un risque de rester un petit peu sur sa fin. Et ça puis, peut être une bonne mise en bouche, quoi. Oui, c'est une bonne mise en bouche, sauf que, et c'est là le deuxième point négatif, il dit des trucs très intéressants, mais il dit aussi, à mon avis, à mon sens, pas mal de conneries. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que bon, pour des gens qui n'ont pas lu le livre, ça sert à rien qu'on discute comme ça. Mais il y a quand même des gros raccourcis et des trucs qui sont juste faux, je pense. Après, c'est matiné quand même de bonnes choses, notamment au niveau de la définition de la bande dessinée. Il y a des trucs intéressants, même si ça s'accompagne là aussi de bêtises sur la naissance de la bande dessinée. Bref, je le recommande pour avoir des bases, pour une mise en bouche, comme tu dis, mais ce serait une mise en bouche à lire avec un grain de sel. Hein. Faut pas en faire une bible, comme on l'entend trop souvent. C'est mieux d'essayer de l'accompagner d'autres lectures pour se faire sa propre idée sur la question, quoi. Par exemple. Alors, par exemple, si on aime pas, enfin, si on est ouvert aux livres qui n'ont pas d'image ou pas beaucoup ou pas en case,
le truc le plus simple, c'est un tout petit bouquin de Benoît Peters, que vous connaissez aussi peut-être parce que c'est le scénariste des Cités Obscures, avec François Schuiten. C'est un tout petit livre qui s'appelle Lire la bande dessinée. Dans une édition un peu plus ancienne, il s'appelait Case blanche récit, lire la bande dessinée. C'est celui que j'ai. Voilà. Moi, personnellement, j'ai l'édition Flammarion qui coûte 8 €, qui est vraiment un petit bouquin de poche qu'on lit en 1 heure, et qui est vraiment très bien. C'est-à-dire que c'est très bien pour les bases. Hein. Encore une fois, là non plus, ça va pas super loin, mais voilà, si on s'intéresse vraiment en curieux, sans avoir envie de trop se prendre la tête, c'est vraiment une bonne base. Il y a en plus un chapitre sur le travail de scénariste, vu que Peters est scénariste. Donc, comme premier départ, moi je vous recommanderais celui-là. Ok. Après, pour aller un petit peu plus loin, le deuxième que je recommanderais, ce serait un livre de Thierry Gronstein qui s'appelle Système de la bande dessinée, qui est sorti chez les presses universitaires. Donc tu vois, là il y a le mot universitaire dans l'éditeur, tu sens que c'est du sérieux. Et pour moi, c'est juste le meilleur livre sur la théorie de la bande dessinée. Alors c'est un livre qui est très formaliste, c'est pour ça que je l'aime bien. En fait, il décortique dans ses moindres détails les aspects formels d'une bande dessinée. Donc en partant de la planche, ensuite il va t'expliquer comment ça se passe l'organisation en case. Enfin bref, tout ce dont je parlais tout à l'heure, en utilisant des termes très précis. Alors bon, c'est universitaire, hein, donc il y a tout un tas de définitions et tout, mais ça reste vraiment très très clair. Le langage est très fluide. Il y a beaucoup d'exemples. C'est jamais rébarbatif. Vraiment, enfin, je le trouve génial parce que c'est à la fois très pointu, c'est très universitaire, mais n'importe qui peut le lire, à mon avis, sans avoir trop de background derrière, et s'y retrouver quand même. Et c'est accompagné d'un deuxième tome qui s'appelle Bande dessinée et narration, donc chez le même éditeur. Et là, c'est en fait un peu c'est la suite du premier, c'est-à-dire que ça élargit un peu le champ du premier tome. Dans bande dessinée et narration, il s'intéresse à des domaines qu'il maîtrise un petit peu moins bien, donc ça se ressent un petit peu, mais ça reste très intéressant. Il parle du manga, il parle de la bande dessinée abstraite, il parle de la bande dessinée numérique, il parle bien sûr de rythme et de narration, d'où le titre. Voilà, plein de trucs intéressants. Un autre livre vraiment pas mal, qui est un peu plus gros, un peu plus cher aussi, bien sûr. C'est un livre de Renaud Chavannes qui s'appelle Composition de la bande dessinée. C'est publié chez PLG. Je crois qu'il y a un site internet qui est dédié à l'ouvrage. Dans mon souvenir, il est pas mal parce que sur le site internet, il y a des trucs en plus, il y a des extraits du livre, etc. Donc ce bouquin, en fait, c'est un bouquin qui s'intéresse à la composition de la planche. Et là aussi, c'est vraiment passionnant et ça décortique les différentes façons de mettre en planche une bande dessinée, et comment on va lire une planche, quels sont les schémas qu'on peut retrouver entre différentes bandes dessinées, même extrêmement différentes. Il va te parler tu vois, il y a la composition régulière, la composition semi-régulière, la composition fragmentée, etc., etc., avec des tonnes d'exemples, des tonnes d'illustrations. Et ça illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure à propos de la bande dessinée. C'est un bouquin qui t'aide vraiment à mieux apprécier les bandes dessinées et mieux détester les mauvaises, en fait. Ok. Bon, on a déjà fait un sacré tour. Moi, je vais juste rajouter une bande dessinée de Sergio Garcia et Lewis Trondheim, qui s'appelle Bande dessinée Apprendre et comprendre. Donc c'est une bande dessinée, là c'est plus destiné à un jeune public. Ça explique un peu comment on fabrique une bande dessinée. Et c'est assez intéressant pour donner vraiment des bases très légères de théorie, si on veut se lancer dedans. Moi j'avais pris un certain plaisir à le lire. Voilà. Un dernier truc, parce que je vais pas développer, mais je citerai un dernier truc qui est un lien internet, c'est comicsresearch.org. Qui est en fait un site qui recense à peu près tout ce qui se fait sur Internet, mais aussi comme journaux universitaires ou autres, ou comme ouvrages universitaires sur la bande dessinée. Donc des tonnes et des tonnes de liens pour, si vous voulez, d'autres titres, si vous vous intéressez à tout ça. Ok, bien merci beaucoup Com. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Au niveau de la bande dessinée, on peut me retrouver de temps en temps sur un site qui s'appelle du9.org, donc du9.org, qui est un site qui fait de la critique de bande dessinée et un peu de théorie, où j'écris de temps en temps, pas beaucoup, mais ça m'arrive. Très bon site. Très bon site et très beau site aussi.
En dehors de ça, je participe de temps en temps au podcast Radio Rolliste, qui c'est d'ailleurs lui qui m'a amené vers toi, qui, comme son nom l'indique, parle de jeux de rôle. Et à part ça, on peut me trouver sur les réseaux universitaires, voilà, où il y a mon CV et mes communications. Donc notamment sur le site Academia, j'ai mis toutes mes communications et mes articles en ligne pour ceux que ça intéresse. Ils sont en français, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Ok, bien, merci beaucoup. J'espère qu'on te réentendra bientôt dans le One A Club pour nous parler de théorie de BD. À très bientôt. Ce sera avec plaisir, à bientôt. Online. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas la presse du docteur Tizak? Ah, je savais que tu allais me reprendre parce que je me suis trompé. Bah oui, en fait, tout à l'heure je l'ai dit, mais t'avais déjà coupé mon micro, donc tant pis. Oui, j'arrête pas de te couper le métro. Si vous n'êtes pas habitué Le métro, je coupe le métro de Thio très régulièrement. Voilà. Ok, je vais vous laisser là ce soir. Non, Non, c'est moi. Non, j'y vais. Non, Donc, online, on vous parle de bandes dessinées que vous pouvez trouver en ligne. J'ai essayé d'en trouver qui sont dans la thématique. J'en ai sélectionné 2. Une dont nous parlait Étienne Lecroix, qui s'appelle Prise de tête, de Tony. Et ça porte bien son nom. Qui nous raconte l'histoire d'un personnage qui perd sa tête et qui essaie de la retrouver et qui la poursuit. Dans un dessin très minimaliste, on retrouve un peu le style de Ibn al-Rabin. Mais alors là, vraiment, ça fait signalétique parce que c'est du dessin avec le rond parfait pour la tête, etc. Et le gars commence à jouer avec, là, vraiment le numérique. Il joue avec le numérique, avec les cases qui bougent, faut cliquer pour les faire apparaître. Tu passes ta souris dessus, ça change la couleur, ça te change le négatif positif. Beaucoup de jeux autour de ça, on est vraiment dans l'expérimentation, c'est assez rigolo au début, et puis après c'est vrai que ça devient... C'est ça, en fait là, les 10-15 premières pages, c'est fun, tu cherches justement, au départ tu fais « Oh mais tiens, du coup là, si je passe dessus, ça change la couleur », alors du coup tu reviens sur la page précédente, tu changes, et tu t'aperçois que sur toutes les pages c'est différent. Oui, il y a un mécanisme différent. Le mécanisme est différent sur chaque page, et au bout de la 15e page, il y a un moment où tu dis, mais il y a trop de cases, il y en a, t'as 4 ou 5 possibilités sur une seule case quand tu la déplaces, c'est un jeu de taquin, mais un jeu de taquin à 5 ou 6 niveaux, c'est un truc de malade. Voilà. Et à la fin, oui, c'est prise de tête, et je me suis arrêté au moment, pour ceux qui connaissent le site, je me suis arrêté peut-être 3 ou 4 pages après la vache. Parce que, il y a une vache. Parce que là, j'en pouvais plus. Une vache à 2 têtes. Non, en fait, c'est que ça demande beaucoup de temps après pour lire. Oui, moi, je suis allé très loin dedans. Je commence à chercher. À un moment, il arrive en enfer. Sauf qu'avec le négatif, en passant un truc dessus, ça devient le paradis. Tu joues avec des cases que tu déplaces. Enfin, le gars s'est amusé à vraiment tester plein de techniques, plein de trucs que peuvent apporter la BD en jouant toujours dans l'absurde, etc. C'est intéressant parce que ça donne des idées de possibilités de BD. Donc, si vous êtes créatif, que vous voulez vous amuser à faire des choses sur Internet, ça peut donner des idées. Ça donne des idées. Enfin, c'est des idées de forme, mais le souci, c'est qu'il y a un moment donné où il n'y a pas de. On y perd beaucoup sur le fond parce que moi, il y a des cases, ça ne me parlait absolument pas. Tu cherches du coup comment tu fais quel est le jeu dans la page, on va dire. Mais l'histoire elle-même, elle avance pas quoi. Oui, voilà, elle avance pas ou en même temps, moi, il y a des moments où j'ai rien compris. Donc. Oui, il est plus dans le jeu que dans la narration. Plus dans la narration, on va parler des turbo-médias de Dave Donut. Dave Donut, qui apparemment est animateur. Donc animateur pas en colline distance, animateur de dessins qui bougent. Et juste l'intro de son site avec tous les donuts qui ont une voix différente, c'est exceptionnel. Oui, il a un site super sympa avec plein d'animations, du flash dans tous les sens, et il s'est amusé à intéressé par le turbo-média, dont on a déjà parlé, qui avait été théorisé par Balak, à vouloir faire l'expérience, à voir qu'est-ce que je pourrais faire avec ce super exercice, et il joue dans tous les sens. Là, ils sont en train de faire un truc sur le canapé, les deux en face de moi, c'est très difficile de se concentrer. Donc, vous avez aussi une image horrible dans votre cerveau, oubliez-la. Donc, merci. Je vais réussir à reprendre le fil de l'émission. Allez, bulldozer. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, je parle de mon truc. Et donc, lui, je l'ai fait! Il essaye tout ce que peut lui apporter le turbo-média avec des petites boucles d'animation très light. Mais surtout, il s'amuse à faire sortir du cadre la BD, à changer de site, à aller dans un sens, à vraiment essayer des techniques stylistiques différentes, à jouer sur plein de choses différentes, vraiment toujours en utilisant le turbo-média. J'ai trouvé sa démonstration fun, très
très impressionnante en soi, même si ça compte pas grand-chose à part le gars qui se dit « Oh, le Turbo C'est Media, c'est ça, rigolo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'à que un je vais moment faire avec ?» donné, là aussi, sur le fond et sur l'intérêt de l'histoire, on se perd un petit peu. Au début, franchement, ça donne l'impression qu'on va pouvoir aller quelque part, quoi. Et puis, la fin, malheureusement, ne nous donne pas raison. Bah, c'est l'histoire d'un mec qui a pas d'idée sur... Enfin, c'est l'histoire d'un mec qui a pas d'idée et qui cherche, quoi. Oui, mais surtout, c'est que c'est vraiment, je trouve, le site de promotion du Turbo Media. Et on essaie de te vendre le truc pour les, enfin, entre guillemets, te vendre le truc, mais pour les professionnels, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Oui. C'est grosso modo, c'est un atelier de démonstration. Tiens, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ça va. C'est de l'ordre de l'intérêt du du Blu-ray de démonstration de LG dans les magasins Si d'articles, on veut quoi. savoir comment rendre le Turbo Média intéressant, il faut plutôt aller voir du côté de Media Entity, qui vient de sortir un album d'ailleurs. On avait interviewé les auteurs il y a quelques temps. Donc il faut voir du côté de Media Entity, qui est vraiment bluffant en Turbo Média, qui sert vraiment bien le propos et le récit, à tel point que j'hésite encore à acheter la BD, parce que j'ai peur d'y perdre par rapport à la qualité que ça avait en version web. Voilà. Peut-être que Lunch pourra nous en dire plus, puisque c'est lui qui, dans les commentaires, nous avait donné l'info, même si toi, tu étais peut-être déjà au courant, Pierrick. Oui, j'étais au courant. Il est trop fort, ce Pierrick. Puisque tu es en train de parler. Mais en fait, tu sais que si tu ouvres les yeux à la BDRI, tu l'aurais déjà vu. Oui. Enfin, je dis ça, j'ai rien. On va lancer C'est le lui, courrier Blowy, du docteur. moi, la BD. Le courrier du docteur. Retour Travail de sérieux et efficace. Le docteur Tizak fait son courrier. Discrétion totale, réconciliation authentique, voyant astrologue. Retour du poulet. Bon alors, docteur Tizak, c'est encore un jingle improvisé, parce qu'on n'a toujours pas fini ton jingle, je crois qu'on va l'improviser à chaque fois. Ah voilà, ce sera la thématique en fait, c'est qu'on finira de mon jiggle jamais. Parce qu'il sera toujours en improvisé. Ouais. Moi ça me va, écoute, Voilà. pas de Bon, la problème. prochaine fois, c'est toi qui le fais. C'est un peu comme plein de choses, en fait. C'est toujours en travaux. Voilà. Ok, merci pour cette remarque. C'est un private joke dans le... Donc, je t'en prie, Tizak, que nous ont dit... Déjà, allez, y a-t-il des réactions à cette émission sur Twitter ou sur le chat? Peu, cette fois-ci. on a Énorme. beaucoup Barack moins Obama de- a dit franchement qu'on était trop fort. Ouais, non, c'est vrai que cette fois-ci, on a un petit peu moins d'auditeurs qui se manifestent sur la partie Twitter ou sur le chat direct de Synops. Tant pis, dirais-je, hein, c'est pas grave, ça veut dire peut-être que du coup le propos est plus intéressant et qu'il Attention, reste j'ai concentré. une dépêche. Merton vient d'annoncer que Media Entity est vraiment chouette. Il le préfère aussi la version web, même s'il l'a acheté. Ah bah écoute, ça vient d'arriver sur mon écran moi aussi. Donc bref, on reste dans l'ordre. Non, rien sur le mien. On reste dans l'ordre de la private joke, puisque Mathieu et Mathieu sont partis en délire avec des blagues lors la dernière émission, Oui. dans les commentaires sur des haches à deux mains, qui a deux mains et deux pieds. Bref, on passera le début des commentaires. Ah oui, il faut hein. regarder les vidéos dont nous parle Mathieu avec ça. Voilà, il y a des petits liens, YouTube pour où aller il y a voir les effectivement vidéos. une fille qui se bat avec une épée dans chaque main et une dans chaque pied. Voilà. Alors, contrairement au reste de l'émission qu'on vient de faire, c'est moyennement intellectuel tout ça. Oui. Donc, on est un tout petit peu hors sujet là-dessus. Donc, c'est pas la partie la plus profonde des commentaires. Contrairement à Eric Niedan. Bonjour Eric, qui, outre nous féliciter pour le chouette dossier sur BD et jeux de rôle, notamment le donjon Nullbug, qui nous informe de l'existence d'un jeu gratuit sur nullbug.com. Et donc, braves gens, je n'ai qu'une chose à vous dire, à vos tests et à vos commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et ben moi, je vais vous dire que Eric Niedan, vous le connaissez en tant qu'auteur, car c'est l'auteur de Star Drakkar. Un magnifique jeu de rôle dont oui. vous avez fait une partie mémorable. On a fait du base jump sur un canapé dans l'espace. Voilà. Pendant environ 4 heures. Oui. Ça a été une longue soirée de jeu de rôle. Ils étaient en roue libre et non mais il s'éclatait, donc je les ai laissés s'éclater. D'accord, Pierrick. Oui. On continue dans les commentaires. Pariton qui contribue aussi avec des infos de qualité. Tout d'abord concernant BD et jeux de rôle, il nous donne des infos sur un projet de crowdfunding qui est largement arrivé à terme puisqu'il a récolté bien plus que la somme minimale demandée et qui permettra donc la parution du jeu de rôle sur les légendes de la garde. La traduction en fait, parce qu'il est déjà sorti en... Exactement, il est déjà sorti en VO, mais J'ai là, ça vachement sera la hésité à traduction. acheter la boîte qui a l'air super belle et plein de trucs. Bah, je pense qu'à un moment donné, va peut-être falloir se sortir les doigts et le faire. Hein, Oui, ça nous mais donnera une petite non, occasion. parce qu'en fait, le problème des maîtres du jeu, c'est qu'ils achètent des jeux de rôle, mais en fait, ils ont plus de joueurs. Donc c'est super sympa de lire des scénars, mais pour pas les faire jouer, c'est un peu nul.
mais ça a l'air vrai. Si vous... Voilà, Légende de la Garde, si vous ne connaissez pas la BD Légende de la Garde, elle est excellente, lisez-la. Et le jeu de rôle, si vous aimez le jeu de rôle, ça a l'air très très bien. Bon, visiblement, il a envie d'initier sa fille qui est, bon, pour l'instant encore un petit peu trop jeune. Il voudrait commencer par ça. Pierrick, toi qui es papa d'une jeune fille, toi aussi, beaucoup trop jeune pour l'instant pour jouer au jeu de rôle, est-ce que tu commencerais par là? Jouer une souris qui doit lutter contre les envahisseurs qui sont les hiboux, les serpents, etc. Ouais, pourquoi pas. Bon. Mais pas de suite. Hein, non. Jeune Faudrait déjà papa. qu'elle parle pour commencer. À vous. Il nous conseille également 2 BD coup de cœur de cet été, The Cape chez Milady Graphics et Psycho-Investigateur de Courbier et Dash chez Physalis. Pied, Matt. Entendu beaucoup de bien de Psycho-Investigateur. Ouais, pareil. Je Mais l'avais feuilleté, ça m'avait pas branché plus que ça, mais les critiques que j'en lis sont excellentes. je crois que Philippe nous en a parlé la dernière fois qu'on y est allé. Il a essayé de nous le vendre. Ouais, mais on a acheté d'autres trucs. Mais voilà. Bon bah écoute, il me semble qu'on a un petit bon d'achat actuellement, hein, n'est-ce pas? Voilà. Non, il Oui. n'existe plus, je crois. Si. Ah ok, d'accord. Merci Pierrick. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt tout à l'heure, Lunch est d'accord avec notre approche lecture BD de chiottes, mais cette fois-ci pour Batmobile. La Batomobile de Pochette. De C'est cela. pochette, ouais. Et il regrette juste qu'on ait omis de conseiller ce genre de BD aux gens qui, comme nous, restent à peu près 2 plombs aux chiottes. C'est leur moment de solitude et attention. d'isolement. Non, il précise que c'est pas fait pour une lecture continue. Donc c'est pour les gens qui passent un temps en toilette plutôt C'est ça, court. c'est ça. Car ce sont des strips, et comme ça on en lit un petit peu de temps en temps et on n'a pas d'overdose. C'est Toujours ça, le ça risque évite avec les strips. l'overdose. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Fab Caro. Oui. L'espèce d'agenda, j'ai oublié le titre. L'année. Voilà, l'album de l'année. L'album de l'année, exactement. Histoire de rester dans les remarques pseudo-intello-réflexives pour ce soir, il nous rappelle à l'ordre sur le fait que le noir n'est techniquement pas une couleur, tout comme le blanc. Oui, on sait, mais des fois on dit des conneries. On ouvre un petit débat, là, tout de suite, Non, maintenant? c'est bon, on n'a pas le temps. Bon, merde. Ah, on n'a pas le temps. D'accord. On n'a pas le temps, bon, écoute. Ah, les vrais sujets de fond, ça, on n'a pas le temps. Ah Par ouais, contre- non, voilà. Voilà, Hein ah bah bravo. Hein Voilà. Parler de jeu de rôle, par contre, on peut y aller. Hein. Toujours dans le domaine des rappels à l'ordre et des précisions, il y a visiblement une petite erreur, Monsieur Thio, sur une information concernant la préface de Loisel sur Black Sad. Ce n'était pas dans le tome 5, qui, comme tu nous l'as gentiment fait remarquer, n'est pas sorti. Enfin, je crois bien. Là, c'est du coup, Du coup, là, t'as un doute. Voilà, j'ai maintenant, plus t'as un que des doute. doutes, Voilà, désormais, maintenant, sur tu toutes mes- trembles, tout tu mon trembles savoir. sur ton fauteuil, là, hein, tu trembles. Hein. Donc bref, c'était dans le tome 1. Merci à toi, au grand maître Lunch, pour ta science que tu daignes enfin nous partager. Les simples mortels que nous sommes ont d'ailleurs visiblement un bon petit accent, hein, puisque on parle de Bragonne, chez toi c'est Bragon. Tu parlais de Pariton, je crois que c'est Pariton. Et voilà, c'est exactement ça. Mais voilà, nous on est comme ça, c'est Paris Hilton, c'est pas Paris Hilton. Bravo. Franchement, allez, c'est pas mal. Et donc, ça t'étonne et ça t'étonne, c'est ça aussi. Allez, C'est hop. ça, c'est Ouais. ça. Merci Mathieu. Autre info utile de Lunch, pour revenir sur le dossier BD jeux de rôle, il nous rappelle que sur KBD on peut trouver un bon petit sujet sur la brigade chimérique. Ouais. Il nous laisse le lien, donc n'hésitez pas à venir visiter les commentaires de l'OEC 83 pour cela. Ça doit être bien barré quand même, un jeu de rôle Brigade Chimérique. Ouais, ça doit être bien fun. Un truc de super-héros bien bizarre. Hein. Oui, enfin non, fun, j'aurais dit barré quand même. Parce que... Ouais. Bon, barré ou fun? Non, très barré. Bun. C'est un bun, ouais, donc c'est un pain. Faré. Bun Ou ou faré. Faré. D'accord, ok, merci. Il confirme le conseil de pied pour aller écouter les épisodes audio de Nullbuck. Hein. Qui ne connaît pas les épisodes audio de Nullbuck? C'est qui exceptionnel. sont absolument exceptionnels. Qui sont disponibles d'ailleurs à la vente en version CD. Oui, Et puis pourquoi c'est les acheter alors qu'ils sont disponible, gratuits sur Internet? Mais ils sont dispo sur Internet. Mais en même Légalement, temps, en plus. ça Légalement reste- et gratuitement. Ça reste un bon cadeau, puisque moi j'ai pu en bénéficier en tant que cadeau. Hein, Mais n'est-ce pas, non, avoir- c'est pas ça que t'as eu. Toi, t'as eu les chansons de Non, mais- Nullbuck. Ah, tu l'as pas ouvert en fait. Non, j'ai pas ouvert. En fait, on lui a offert le CD, même pas il a écouté. Non, du tout. Bref, on peut les trouver. Et Sinon, vous avez aussi sur YouTube la conférence pour savoir combien est-ce qu'il faut de nains pour creuser un tunnel de 10 mètres. Tu la mettras dans en les lien valides. dans les commentaires. Ah, il est exceptionnel celui-là. Ok. Presque. Hein, dans les conseils, il nous propose vanille ou chocolat de Jason Shiga. Et c'est totalement dans le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est de la BD à choix multiples. Oui, on n'a pas parlé des BD, des BD dont on est le héros, où on a des choix pour avancer dans le récit. Pareil que vanille ou chocolat dans le genre est assez phénoménal parce que tout commence par le premier choix, vanille ou chocolat, et ensuite il y a des milliers de possibilités. Ça a l'air assez exceptionnel. Et enfin, je terminerai sur une confirmation de ce que tu as dit tout à l'heure. L'album de Media Entity est sorti. Ok. Bien, merci à toi, Tizak. Moi, je remercie Lunchouné. Voilà. Je pense que nous allons pouvoir finir cette émission. Nous sommes plutôt dans le timing.
Pour une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aux 9 personnes encore présentes dans le public. On les applaudit. Ouais. Ouais. Vous pouvez me suivre sur Twitter, OneAPA. Vous pouvez suivre Pio sur Twitter. Oh, le mec, il a un égo débordant, quoi. 1370. Non, mais c'est qu'avant je disais que moi, mais maintenant que toi t'es sur Twitter aussi. C'est vrai. Et je dis plein de trucs inintéressants. Voilà, vous pouvez donc suivre Thio, Oberon 1370. Notre Facebook, c'est La Voix des Bulles. Laissez-nous plein d'étoiles sur iTunes. Et puis, le programme de la suite sur Synops Live, qu'est-ce qui va nous arriver ? Eh bien, il va nous arriver plein de bonnes choses dès que je retrouve la bonne page. Il va nous arriver Hotline Jenny, donc, et inférieur à 3, Michel Tigre et Fibre Pimpant, ainsi que Alvin qui vous accompagne pour une quarantaine de minutes de causerie sur jeux vidéo lundi soir. À partir de 21h. Et 23h pour la partie jeux vidéo. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à dans 15 jours sur Synops Live et à très très vite sur lavoidesbulles.fr. Ciao ciao. Bye bye les gens. Ciao, ciao.